Je vais lancer la Calling Station numéro 9 et je vous attends dans le chat pour faire le décompte traditionnel ensemble. Attention, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Calling Station 9e. Calling Station. Calling Station. Calling Station. Calling. Et voilà, la Calling Station numéro 9 est lancée. Alors, ce soir, vous avez vu l'affiche, on va parler de la NL200+. Hein. Là, ça, c'est vraiment le minimum, la NL200. Hein. Donc, on va parler des gens qui jouent assez haut sur le site. Et donc, pour faire la présentation de notre invité, c'est vrai que d'habitude, je suis bavard et Pacifica l'a noté dans le chat. Hein. Il me dit, mais tu parles trop, Iti, tu parles trop. Et c'est vrai. Alors, je vais faire court pour une fois. Je vais faire contrairement à mon habitude, je vais faire un truc très court. Je vais paraphraser une citation latine archi connue et dire Veni, Vini, Vici. Parce que ce soir, j'accueille Vincent Clark, alias Vini80. Salut Vincent. Salut, bonsoir à tout le monde sur le chat. Très content d'être avec vous ce soir. Eh bien, nous aussi, on est content de te recevoir. Alors, je ne sais pas si tu préfères que je t'appelle Vini ou Vincent, peu importe, mais tu me le dis si tu as une préférence. J'ai pas de préférence. Ok, ben on fera ça au gré de nos humeurs alors. Alors tu sais que tu es le premier Québécois à venir à l'émission et j'espère pas le dernier d'ailleurs. Hein. Donc non, mais j'en suis honoré. Je sais qu'il y a quelques membres sur Poker Strategy qui sont québécois, donc bien heureux de les représenter en tant que premier citoyen de la vieille province sur Calling Station. Exactement. Alors donc t'as la lourde responsabilité de les représenter justement. J'espère que ça te fait pas trop peur. Oh, je devrais bien me débrouiller. Ouais, j'en suis certain. Oui, on a d'autres Québécois. D'ailleurs, j'en ai invité d'autres. J'avais prévu une Québécoise d'ailleurs la semaine prochaine, mais elle a un empêchement malheureusement. Bon, alors je vais pas en parler, mais j'espère qu'on l'entendra sur la radio de temps en temps. Et puis j'ai un autre Québécois aussi, mais pour l'instant il n'est même plus pour lui question d'avoir accès au site. Alors je peux pas trop en parler, mais il va revenir au mois de juillet et j'espère que tout va bien s'arranger et qu'on aura l'honneur de le recevoir. Donc alors pour être franc, en dehors du fait que tu es québécois, je ne te connais pas plus que ça, sauf que j'ai assisté à un de tes coachings et je me suis dit bah voilà, ce gars-là, il faut absolument que je l'invite parce que j'ai trouvé ton coaching vraiment très sympathique. Il était ouvert à je sais plus aux membres à partir de argent ou quoi que je sais plus exactement, alors que tu as des vidéos qui sont accessibles uniquement aux platine ou gold, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pu assister à ça. Et je me suis dit bon, j'aimerais bien qu'il soit là parce que j'ai trouvé que tu avais un sens de l'explication de la pédagogie vraiment intéressant et donc je suis ravi de t'accueillir. Voilà pour la raison pour laquelle tu es ici. Ben, merci, c'est très gentil. Alors la seule chose que je connais par contre réellement de toi, c'est ça. Alors écoute, j'ai un petit sample à te faire écouter. Écoute. Alors, on va commencer avec ma nouvelle série qui va porter sur le jeu sur le flop. Avant d'amorcer dans le vif du sujet, je veux juste m'excuser. Il y a eu un certain délai entre la production de mon dernier vidéo, qui était une revue de session d'Arnfast, et la production de celui-ci. Mais j'ai une bonne raison cette fois-ci. Je suis maintenant papa d'une jolie jeune fille qui se nomme Jenny.
Elle va très bien. Elle a pesé 7 livres et 2 onces à la naissance. Elle a été un petit peu malade. Elle a eu une petite jaunisse à la naissance. Rien de trop grave, mais qui a forcé l'hospitalisation de Jenny et de sa maman pour 1 semaine plutôt que 2 jours. Mais tout est rentré dans l'ordre et tout le monde se porte pour le mieux. Donc, encore une fois, mes excuses pour la production de vidéo, mais cette fois-ci, disons que je me pardonne moi-même et je trouve que j'avais une bonne raison. Mais on te pardonne, Vincent. Et oui, maintenant, ma petite a presque 2 mois et inutile de dire que ça change une vie d'être papa, mais pour le mieux. Oui, voilà, c'était la question que je voulais te poser. Évidemment, je suppose que ça change la vie. Puis on peut voir une petite phrase rigolote sur ton Skype qui dit, si je me souviens bien, c'est papa lâche l'ordi et viens changer ma couche. Eh oui. Je dois malheureusement réduire un peu le temps que je consacre au poker pour évidemment le consacrer à ma petite, mais à long terme, comme dit quelqu'un sur le room, je pense que ça va être plus Eevee. Voilà, c'est ça, c'est Eevee plus. Ouais. Mais ça en dit long quand même sur ton rapport avec l'ordinateur. Tu as quand même certainement passé beaucoup de temps derrière ton ordinateur, et pour cause. Et oui, je suis un joueur presque exclusivement de online. Au casino de Montréal, le poker live est apparu il y a environ 1 an, peut-être 1 an et demi. Donc, pour les 5 premières années de ma carrière de joueur de poker, j'ai dû me contenter de jouer sur Internet, outre mes quelques voyages à Las Vegas par année. Et donc, oui, j'ai passé plusieurs milliers d'heures sur mon ordinateur dans les dernières années, mais ça l'a bien payé. Je regrette rien. D'accord. Bon, alors, je vais faire un petit mélange entre les questions. Il y a Piscou, il y a Florian, il y a Maury, qui a posé des questions d'ailleurs pour la deuxième partie, mais qui pourrait éventuellement être des questions pour toi et puis les miennes. On va bien entendu parler ce soir de la NL 200+, mais avant d'en arriver là, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et décrire ton parcours depuis le début et d'où t'est venue la passion du poker, quoi? OK, donc j'ai 30 ans, ou je vais avoir 30 ans dans quelques semaines. J'ai commencé à jouer au poker en 2004, fin 2004. En fait, c'est une histoire drôle que je peux raconter rapidement. J'ai toujours été un joueur de jeux vidéo, sans dire de haut niveau, mais assez compétitif. Quel jeu? Dans le temps, c'était StarCraft. D'accord. Au moment où j'ai commencé à jouer au poker principalement, un petit peu Street Fighter aussi. Dans le temps où StarCraft, c'est pas ce que jouait Elki? Oui, effectivement, c'est ce que jouait Elki, mais j'étais loin d'être du niveau d'Elki. Je voudrais pas. C'était un des meilleurs joueurs au monde. De StarCraft. Ouais. Donc, c'est ça, j'étais un bon joueur de jeux vidéo et une journée, en revenant du travail, je me suis rendu compte que quelqu'un avait défoncé une fenêtre chez moi et était entré par effraction et avait volé essentiellement 100% de tout ce que j'avais comme jeu vidéo, c'est-à-dire mes CD, mon PlayStation, ma manette sur l'ordinateur, etc., etc. Oui. Donc, complètement désemparé, je savais plus quoi faire de mes temps libres et je voulais garder l'argent des assurances pour m'acheter le PlayStation 3 qui finalement est sorti avec 3 ans de retard. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le poker et j'ai commencé à jouer en Play Money sur Party Poker dans le temps, seulement pour me rendre compte que les joueurs je connaissais strictement rien au poker, mais je réalisais déjà que les joueurs étaient tellement mauvais que si ça avait été de la vraie argent plutôt que du play money, il y aurait eu une possibilité de faire des profits énormes. D'accord. Et comme j'ai toujours été très compétitif, je trouvais que je m'améliorais pas en jouant de la play money parce que j'étais convaincu que si je jouais de l'argent, justement, les joueurs ne feraient pas des erreurs aussi stupides. Alors, j'ai décidé de déposer 50$ à ce moment-là sur Party Poker aux grandes dames de ma conjointe qui voulait pas que je devienne un gambler compulsif sur Internet. Celle qui est la maman de ton enfant aujourd'hui, c'est la même? Eh oui, la maman de Jenny qui aujourd'hui n'a plus peur du tout de
de ça, mais au départ, oui. Évidemment, on ne veut pas dépenser le capital familial. Avec des cartes, en jouant sur Internet, oui. Exact. On veut se ramasser du côté des gagnants et non du côté des perdants. Donc, j'ai déposé de l'argent pour me rendre compte que les joueurs jouaient aussi mal à cette époque-là sur les tables régulières versus les tables de Play Money. Pour les joueurs qui ont commencé à jouer au poker dans la dernière année ou peut-être dans les 2 dernières années, je pense que vous ne pouvez pas imaginer à quel point les joueurs étaient exécrables en 2004, 2005, même 2006. Ensuite, des sites comme Poker Strategy, mais aussi Card Player ou tous ces autres sites-là ont contribué à faire en sorte que les joueurs sont devenus de plus en plus compétents et c'est plus difficile je pense, de faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de déposer 50$. J'ai commencé immédiatement à jouer. J'avais aucun bankroll management à cette époque-là. J'ai commencé à jouer sur des tables de 10 sous, 25 sous, donc avec 25% de mon bankroll sur la table. Et grâce aux bonus, aux divers bonus qui étaient plus, lucratifs à l'époque, j'ai jamais été broke et ce 50$-là est le seul argent qui est sorti de ma poche dans ma carrière. Donc, d'accord. Justement, on parlait d'Elki. Moi, je me souviens qu'il avait dit la première fois qu'il a déposé sur un site, je crois que c'était sur PokerStar, et il avait $200 et il a ouvert 4 tables de 50, d'NL 50 et vas-y, ou alors 2 tables de NL 100, je crois, ou un truc comme ça. Et bon, il s'est broke tout de suite. Il s'est, mais bon, après, évidemment, il a, comme toi, je pense que il a cet esprit de compétiteur et puis il venait aussi comme toi des jeux vidéo et la stratégie, il l'a étudié aussi après. Donc tu t'y es intéressé comme ça, quoi. Ouais. Et comment t'as fait pour monter dans les limites? Au début, j'avais vraiment aucune bankroll management, mais j'ai complètement inversé ça et ensuite, ça a vraiment été mon focus numéro 1 de bâtir ma bankroll. Il y a Maxipus qui pose la question, tu gardes combien en bankroll? Ça dépend toujours des limites auxquelles je joue au moment présent, mais je m'assure de toujours avoir au moins 40 buy-in sur le site sur lequel je joue, ou en tout cas de séparer entre les quelques sites sur lesquels je joue. Et si je tombe à 39 buy-in ou 39.8 buy-in, mais je descends de limite. Je suis vraiment très, très strict quant à ma gestion de bankroll pour m'assurer que jamais tu te seras broke, tu te broques pas, quoi. Ouais, d'accord. Bon, c'est un facteur très important. C'est même un conseil que tu pourrais donner donc aux gens qui nous écoutent pour survivre au downswing, etc. Le bankroll management, c'est vraiment primordial, quoi. Oui, exact. C'est la seule façon qu'on peut s'assurer de jamais être broke, c'est de respecter son bankroll. Et à une certaine époque, je jouais du 25-50, du 50-100. Et en suivant des excellents conseils de mon frère, j'ai tout investi à la bourse avant le crash de 2008. Donc, j'ai dû réduire considérablement à un certain point. J'avais seulement le bankroll pour jouer du 1-2. Donc, je suis passé d'avoir 10 000$ sur la table à 200$ sur la table, mais c'était comme ça et j'ai remonté tranquillement pas vite. Pour l'instant, je joue entre nos limites 400 et nos limites 1000. Oui, alors voilà, c'est ce que je voulais te demander, à quelle limite? Alors, nos limites 400, nos limites 1000, mais tu es monté en 25-50, quoi. Ouais, et un petit peu de 50-100, mais plus 25-50 dans le temps où Interpoker était sur le réseau crypto. Alors là, c'était carrément quasiment les plus hautes limites du site, là. Oui, c'était les plus hautes limites du site. Ah oui, là, t'as vraiment été... là, on n'est plus dans les middle stakes, là. Hein. Non, je pense qu'on pourrait considérer que c'était high stake. Je pense qu'à partir de 10-20, il y a une très grosse différence entre le joueur régulier moyen par rapport à 5-10 et moins. Je pense qu'on peut beaucoup exploiter les joueurs qui jouent du middle stake entre 1-2 et 5-10, mais à partir de 10-20 et plus, en tout cas, on peut pas faire comme moi qui aime jouer, disons, 9 à 12 tables et sans se concentrer sur ce que nos adversaires vont faire parce que sinon, on se fait juste crusher. Donc,
Alors justement, c'est ce que j'allais te demander. Y a-t-il réellement des différences de niveau d'une limite à une autre? Oui, tout à fait. C'est peut-être pas aussi marqué que certaines personnes pensent, parce que je pense que lorsque les joueurs progressent dans leur carrière de joueur de poker et qu'ils montent de limites, c'est un événement important pour eux, puis ils vont avoir tendance à jouer un petit peu plus stressés à ce moment-là. Donc, ils ont l'impression que les joueurs sont vraiment plus talentueux ou plus tricky. Ou oui, il y a une différence, mais elle n'est peut-être pas aussi prononcée que certaines personnes peuvent le penser. Mais c'est faux de croire qu'un bon joueur de No Limit 50, si on lui donne un bankroll demain matin pour jouer du No Limit 400, je pense que on peut pas généraliser, là, mais pour la plupart d'entre eux, il y aurait de la misère à devenir des joueurs gagnants. Je pense que c'est très important de progresser tranquillement, lentement mais sûrement. Puis chaque fois qu'on monte de limites, ben, on apprend certains trucs. On apprend à jouer sur des tables qui ont moins de joueurs avec des stats, disons... de fiches. Vraiment hors de la courbe, c'est ça, des stats de fiches. Oui, tu peux le dire, oui. Justement, alors c'est bien ce que tu dis. Alors, est-ce que on sait justement pour ça, mais que la sélection de table, par exemple, c'est important au poker, mais justement pour traquer les fiches, surtout. Plus on monte les limites, moins il y en a priori. Mais à contrario, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi qui es monté si haut, de rester sur une table remplie de règles, juste pour voir si tu avais un edge? Oui, souvent. Dans le temps où je jouais du 10-20 et plus, on peut... À cette limite-là, étant donné que le player pool est relativement restreint, on ne peut pas se permettre de toujours attendre qu'il y ait un fiche à la table. Il faut des fois juste jouer entre règles pour attendre que justement le fiche vienne s'installer avec nous. D'accord. Parce que à cette limite-là, c'est rare que les fiches vont commencer une table eux-mêmes pour jouer heads up contre un autre bon joueur. Ils préfèrent s'asseoir sur une table où l'action est déjà commencée pour justement avoir moins l'impression d'être la personne qui se fait cibler par tous les autres joueurs sur la table. Donc oui, à cette époque-là, je jouais contre les autres règles, mais je pense que pour tous nos auditeurs ici, lorsqu'on joue à une limite où il y a un nombre de tables en nombre suffisant, je pense pas que ce soit vraiment plus EV de rester contre 5 règles sur la table juste pour le plaisir de se tester ou pour voir si on a un edge. Oui. Moi, mon but numéro 1, là, c'est de gagner de l'argent. C'est pas d'être le meilleur. Donc, je sais qu'il y a des joueurs à la limite à laquelle je joue qui sont meilleurs que moi et ça me dérange pas. J'ai pas le... Tu vas pas les chercher. Phil Hellmuth. Tu vas pas les chercher. Tu vas pas les chercher. C'est pas eux qui t'intéressent. T'attends la personne contre qui tu as un edge. Mais bon, c'est vrai qu'il faut mettre l'orgueil de côté. C'est ça que tu veux dire quand on veut gagner de l'argent. C'est ça, exact. Faut savoir, c'est pour quelle raison est-ce qu'on joue au poker. Il faut jamais perdre le focus que c'est pour gagner de l'argent. Voilà. C'est pas une compétition d'ego pour trouver qui est le plus intelligent, qui est le plus malin, qui est le plus talentueux. Non, c'est le seul but à la fin du mois, c'est que on voit que j'ai gagné X $, c'est X $ de plus que j'avais avant le début du mois, donc. D'accord. Et alors, il y a des petites questions des membres. Veux-tu que je passe ça? Vas-y. Oui, au contraire, parce que je vois pas le chat. Alors, vas-y, tu peux intervenir. Donc, Kojika qui me demande à partir de quand tu penses que ça devient vraiment difficile de gagner. Je pense qu'à partir de jamais, si les joueurs prennent le temps de construire une bonne base de leur jeu, d'étudier le poker, de faire des reviews de leur session, de jouer un nombre de mains suffisant à chaque limite, puis d'avoir un bon bankroll management, à moins d'être l'idiot du village, il n'y a aucune raison que vous puissiez pas devenir un joueur gagnant aux limites supérieures. C'est sûr que plus on monte, plus la quantité d'études et de travail est importante. Puis pour certaines personnes, c'est ça qui va bloquer leur développement. Mais je suis convaincu que bien entouré avec des bons coachs, n'importe qui peut monter. Donc,
C'est pas nécessairement vraiment difficile, c'est juste une corrélation entre le travail que vous êtes prêt à mettre et le... Alors justement, Kojika a devancé une de mes questions et c'est très bien. Je vais pouvoir enchaîner là-dessus. Alors, je fais une petite parenthèse. Toi, déjà, as-tu connu des difficultés pour passer une certaine limite à un moment de ta carrière pokeristique? À l'époque, j'ai eu extrêmement de difficultés à monter entre le 1-2 et le 2-5 qui existait sur Interpoker à l'époque. On pourrait comparer au 2-4 ou 3-6, quelque chose entre les deux présentement. Et ça a vraiment été le moment où j'ai eu le plus de difficultés. En fait, j'ai dû essayer 5 ou 6 fois de monter. Et à chaque fois, j'ai dû redescendre pour... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Refaire mon bankroll. T'as perdu confiance en toi à ce moment-là? Tu t'es remis en cause? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux analyser à posteriori ce qui s'est passé? Pourquoi tu passais pas cette limite? Comme je disais tantôt, je pense que j'étais trop stressé et je tentais d'en faire trop. Plutôt que je suis vraiment reconnu comme étant un joueur qui fait du poker ABC, c'est-à-dire je cherche pas à faire des moves incroyables ou quoi que ce soit. Je fais juste tenter de mettre mon adversaire sur un range et de prendre la meilleure décision par rapport à mon équité versus son range. Ouais. Et lorsque je montais de limite à cette époque-là, on dirait que je voulais me prouver que j'étais capable. Donc, j'essayais de faire des bluffs qui étaient complètement fous ou je devenais vraiment trop loose par rapport à mon style normal. Je vois. Donc, à chaque fois, je redescendais, je reprenais confiance en moi, contrôle de mon jeu. Mais quand je remontais, je retombais dans cette mauvaise habitude-là jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ben... Oui, donc, jusqu'au jour où tu as compris que c'était pas le bon chemin, quoi. Et alors donc justement pour enchaîner là-dessus, disons, admettons que voilà, on arrive sur Poker Stratégie. Voilà, je suis un joueur débutant. Et puis je lis les articles, je regarde les vidéos, je fais des revues de session, je poste des analyses de main. Bref, je travaille réellement sur mon jeu, hein. Mais je débute. En combien de temps je peux avoir l'espoir d'arriver en NL 200+, puisqu'on est dans le sujet? On va s'arrêter à la NL 200, hein, pas les high stakes. Mais c'est vraiment difficile à répondre comme question. Je me doute. Bon, c'est pas une question de temps, parce que évidemment, ça dépendra exactement de l'investissement que tu pourras faire chaque jour, etc. Mais c'est-à-dire, est-ce que vraiment on peut avoir l'espoir en travaillant, en aimant ce jeu et en travaillant correctement, de monter quand même assez rapidement vers la NL 200 ou pas? Ou c'est vraiment compliqué? Tout à fait. Si on met le bon nombre d'heures de travail et qu'on est bien entouré, moi, je peux dire que tous les élèves que j'ai coachés, disons pas par le biais de coaching public, mais bien par des coachings privés, tous les joueurs que j'ai coachés ont fini par monter progressivement et atteindre nos limites 200. C'est juste une question de s'investir suffisamment dans et la partie jeu, c'est-à-dire jouer beaucoup de mains, mais aussi l'autre moitié. Parce que des fois, il y a des joueurs qui soit sont trop paresseux et jouent pas suffisamment de mains par mois, ou de l'autre côté, jouent beaucoup de mains, mais prennent jamais le temps de faire des reviews, d'essayer de maîtriser des nouveaux concepts théoriques pour les appliquer à leur jeu. Donc, ça prend la discipline de faire les deux. Et le joueur qui va accepter d'investir un bon nombre d'heures à chacune de ces deux aspects-là, je pense que non, tous ceux qui ont pris la peine de s'inscrire à Poker Stratégie parce qu'ils voulaient vraiment apprendre, ils voulaient se développer, sont définitivement capables de monter en nos limites 200. J'ai aucun doute là-dessus. D'accord, ok. Bon, la réponse est claire. Il y a Florian qui posait quelques questions. On en a déjà un petit peu répondu aussi, mais il y a peut-être une question qui peut être intéressante. C'est quel ajustement principal as-tu fait dans ta manière d'aborder le poker pour justement jouer sereinement dans les mid-stakes? Bon, là, c'est au moment où tu avais des difficultés, tu as un petit peu répondu, c'est vrai. J'arrête de faire des moves, on peut dire, c'est ça? Des choses comme ça. J'essaie vraiment de jouer du poker ABC en sens où au-dessus de 95% des mains qu'on joue, ce sont des mains qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de standard. C'est-à-dire que la ligne que je prends est probablement la seule qu'on peut déterminer comme étant plus EV. Oui.
évidemment, il y a les extrêmes où on sait que pré-flop, si on a une paire d'as, on va ouvrir et si on a 7-2 offsuit, on va folder. Mais il y a plein d'autres mains que certains joueurs, des fois, vont tenter de se compliquer eux-mêmes la vie en prenant des lignes qui sont justement pas standards. Tandis que si on... Je veux pas laisser croire aux gens que je joue comme un robot puis que j'analyse pas les mains que je joue. Au contraire, il faut toujours être conscient de, outre la main qu'on a, mais plutôt le range de notre adversaire. Ça, je suis vraiment un élève de Phil Galfond. D'accord. Qui joue sur Oh My God Clayton sur Full Tilt. Full Tilt, ouais. Qui dit tout le temps, le seul secret de mon talent, de mes résultats, c'est le fait que à chaque main, je mets mon adversaire sur un range, j'analyse l'équité de ma main versus ce range et je prends la décision qui va avec mon équité par rapport au range. Et la main d'après, on recommence. On met notre adversaire sur un range, on analyse notre équité. Si les joueurs sont capables de juste faire ça à chaque main, pas besoin de prendre des lignes farfelues. On a juste à prendre la ligne standard et on... Alors, c'est sûr, Vincent, la simplicité, c'est comme dans n'importe quel art. Hein, ça paraît évident, mais c'est pas facile à faire. Ça, je pense que c'est vraiment beaucoup d'expérience pour pouvoir se permettre de faire ça, quoi. C'est jouer des mains et analyser à chaque fois parce que ta décision devient automatique au bout d'un moment, certainement pour toi. Moi, je t'ai vu dans ton coaching, ça paraît tout simple. Mais quand on débute, on peut pas faire des choses comme ça, c'est impossible. Et ça, c'est vraiment l'expérience et le travail, quoi. Oui, évidemment. Oui, parce que ça, il suffit de mettre quelqu'un sur un range, mais déjà, ça pour arriver à ça, c'est toute la difficulté justement du jeu, quoi. Avoir l'automatisme et avoir le read. Le fameux read en disant lui il est à peu près sur tel ou tel range, je pense qu'on peut pas y arriver en 5 minutes, quoi. Voilà. C'est toute ton expérience qui parle et ça devient naturel pour toi, mais c'est pas si facile que ça, quoi. C'est là où c'est ça. Je suis d'accord que c'est pas si facile que ça, mais il faut juste prendre le temps de le pratiquer tout au moins. Voilà. Et avec le temps, ça va devenir naturel pour Ouais. Alors, tiens, justement, je sais pas si tu as vu High Stake Poker, puisqu'on parlait de Phil Galfond. Je sais pas si tu as vu les derniers épisodes. Non, je n'ai pas regardé la saison actuelle. Ah, dommage, mais il faudrait que tu regardes parce que, évidemment, on peut être qu'admiratif devant les performances de Phil Galfond. Mais il a fait un call à un moment donné. Il s'est expliqué de ça sur son blog d'ailleurs. Mais j'aurais voulu t'en parler, mais si tu l'as pas vu, c'est pas la peine qu'on en parle ensemble. Mais c'était un truc très bizarre. Il a collé hors cote un truc, mais d'après lui, la cote implicite était énorme. Mais bref, c'était une main que tu verras. Il faudra que tu regardes ça parce il y a eu une ou deux décisions qu'il a eues qui étaient c'était surprenant, on va dire. Je dis pas que c'était bien ou pas bien. Je suis pas apte à juger d'ailleurs, moi, mais il faut que tu regardes ça. Je vais regarder ça avec intérêt, mais il est possible qu'il souffrait à ce moment-là justement du même syndrome dont on discutait tantôt, c'est-à-dire il était hors de sa zone de confort. Et c'est bien possible parce que à la table, il y avait quand même Tom Dwan, il y avait Elki qui est pas le meilleur joueur de cash game du monde, mais un des meilleurs de joueurs quand même de poker du monde en tournoi au moins. Il y avait Phil Ivey, il y avait je veux dire les meilleurs du monde étaient là, donc c'est sûr que il a l'habitude de jouer contre eux online. Mais là, c'était... Online, oui, mais il y a une différence entre jouer online et live. Il y a 4 driens qui me demandent, et quand tu rentres en casino, tu t'assieds à quelle limite? Et ça m'a fait sourire de lire la question parce que ça m'a rappelé la première fois que je suis allé à Las Vegas. À cette époque-là, je jouais... ma limite principale était le 5-10, nos limites, donc les tables à 1000. Et comme c'était la première fois où presque je jouais live, j'ai décidé de commencer sur une limite un peu plus basse, en nos limites 500, et juste pour m'adapter au jeu. Et après 1 heure ou 2, je me suis fait stacker dans un pot où j'avais la deuxième note contre la première note. Mais j'étais habitué d'avoir des swings de plusieurs milliers de dollars par jour online où je fais juste cliquer sur Reload et on continue. Mais là, d'avoir à sortir l'argent de ma poche et le mettre sur la table, j'étais complètement dévasté. Pourtant, je me disais, mais ça n'a aucun sens. Là. C'est
10% de ce que tu es habitué de perdre habituellement, pourquoi tu te sens aussi mal, mais j'ai même dû quitter la room à ce moment-là parce que je sentais que j'allais tilter. Donc, c'est possible que Phil Galfond, ça soit un peu le même phénomène qu'il vit à ce moment-là. C'est une chose de reloader son 100 000 sur Full Tilt, mais là, il a fallu qu'il le retire, qu'il l'amène au cacheur. Il y a la dimension physique et devant des gens qui ont l'habitude aussi. Je pense à des gens comme Phil Ivey qui, eux, font les deux, mais il a moins d'expérience que finalement en live. Et puis il y a la télé, il y a tout ça aussi, il y a l'image. Et oui, tout à fait. Donc il y a une pression supplémentaire. C'est peut-être qu'il a fait des erreurs ou pas, je ne sais pas. Il faudrait que tu regardes ces épisodes. Ce sont les derniers épisodes, et ce serait intéressant que tu nous dises ton avis là-dessus. D'ailleurs, il l'a expliqué sur son blog. Enfin bon. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est intéressant et on a l'impression qu'il a fait une erreur à ce moment-là. Qu'il a fait un call, si tu veux, qui était vraiment pas à faire, quoi. Il a été chercher en gros une flush draw avec je sais plus ce qu'il y avait dans le pot, mais il paye 3 fois plus que ce qu'il aurait dû payer s'il avait compté la cote. Et là, c'est étonnant d'un joueur comme lui, quoi. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai que la pression, etc., je pense que le live est tellement différent que quand on n'a pas l'habitude d'un environnement, quel qu'il soit, c'est comme les joueurs live qui sont très bons et qui se plantent sur Internet parce que c'est d'autres critères, c'est une autre ambiance. Oui, tout à fait. C'est deux branches complètement différentes du poker. Absolument, voilà. Écoute, tu sais que normalement, tu vois, on fait 20 minutes, on a déjà, moi je dis ça à chaque fois, tout le monde est habitué, on a déjà dépassé depuis longtemps, mais tu as tellement de choses, de toute façon, on a tellement de choses à dire comme ça que je n'ai pas envie de te couper. On pourrait continuer, mais on va continuer dans la deuxième partie de l'émission. Et il y a quand même un truc que je voulais te demander, c'est est-ce que tu te souviens d'une main particulière qui t'aurait marqué? Je pourrais raconter la pire main que j'ai jouée à vie. C'est la seule fois que j'ai joué, je pense, si je me rappelle bien, les blinds, c'était même du 100-200. Donc, c'était une table à 20 mains. En fait, la main est relativement standard. J'avais chassé un fish, c'est-à-dire un joueur qui était vraiment mauvais, qui était assis sur la table. Et là, à ce moment-là, je respectais pas du tout mes critères de bankroll management. Là. C'était, disons, je pense, la pire erreur que j'ai fait au poker parce que j'ai fini sur le flop. On a fini all-in, moi, et malheureusement pas le fish, mais un bon joueur de la limite all-in. Lui, il avait la not flush draw, donc contre ma paire de dames qui était un overpair. Donc, on était relativement 50-50 étant donné que son house était live. Et finalement, il a touché un house sur la river, ce qui est on ne peut plus standard comme main. Ouais. Mais d'avoir perdu tant d'argent sur une main, ça m'avait complètement dévasté. Puis je pense que j'ai pris 2 ou 3 semaines off du poker après parce que... Ah ouais, quand même 2-3 semaines, c'est énorme, ouais. Ouais, parce qu'en plus, ton idée était de déstacker le fiche et c'est toi qui te fais déstacker par le reg à côté. Alors c'est terrible ça, à supporter aussi. C'est ça. Donc j'ai eu juste l'impression de nourrir la bankroll d'un autre joueur régulier alors que j'aurais dû tout simplement rester sur ma limite normale. Donc peut-être des fiches moins fiches que le premier, mais au moins j'aurais respecté les règles de bankroll management que je me suis toujours imposées et que j'ai respectées, sauf quelques rares exceptions, mais j'ai appris de mon erreur et je ne referai jamais ça. Voilà, ça t'a servi quand même de leçon et tu feras plus ça, ouais, d'accord, ok. Mais ça t'arrive quand même de temps en temps de craquer, d'être en tilt ou en pseudo-tilt ou tu arrives je pense que c'est de vraiment devenir un joueur qui ne tilte jamais, c'est impossible. Faut plutôt être capable de contrôler son tilt pour le garder à un niveau qui nous permet d'être encore plus CV lorsqu'on joue. Oui, ça m'arrive, moins qu'au début. Je pense que l'expérience fait en sorte qu'on s'est habitué au swing, que ce soit des downswing ou des upswing. Donc, ça vient moins
m'affecter le fait d'avoir des bad beats ou d'être dans un downswing. Encore une fois, c'est le fait que j'en ai vécu plusieurs des deux côtés qui font en sorte que... Oui, c'est ça. Oui, que tu les supportes parce que tu sais que ça fait partie et que tu les acceptes plus facilement au bout d'un moment, oui. C'est ça, exact. Mais on voudrait savoir quand même si ça t'arrive, parce que tu sais, par exemple, il y a des gens comme Maxi Pousse là qui sont là ce soir, où il y avait Johan Sigrist, nos coachs qui sont donc des gens qui normalement gardent leur sang-froid, mais alors c'est pas qui perdent leur sang-froid, mais des fois ça leur arrive de hurler derrière leur ordinateur quand ils prennent un bad beat. Alors on voudrait savoir si ça t'arrive toi de jurer derrière ton ordinateur, et si jamais tu jures, si tu pouvais nous sortir les jurons que tu fais en québécois, ça nous amuserait un petit peu pour finir la première partie de l'émission. Ouais, alors je vais faire plaisir à mes cousins français parce que je dis vraiment les bons vieux jurons québécois que vous reconnaissez. Disons, soit un bon calice ou un tabarnak. Ah, tu les fais quand même, ouais, merci. Eh oui, j'essaie de pas parce que je le sais que ça fait en sorte qu'ensuite, je reste encore plus en tilt, mais disons que quand un bon vieux runner flush, qu'on était 95% favoris sur le flush. Ça fait mal quand même. Hein. Maudit. Ah ouais. Bon, bah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'avais titré un petit peu comme ça. Si tu avais vu le blog, j'avais sorti ces jurons québécois qui nous font rire, nous, de notre côté, mais ça fait quand même plus plaisir qu'on les entende directement de la bouche d'un Québécois, quoi. Ça me fait... Je ne sais pas si tu as, pour la première partie, quelque chose d'autre à ajouter. Tu peux le faire maintenant quand tu veux. Sinon, on passera simplement à la deuxième partie et je te convie évidemment de rester puisqu'on va parler de toute façon de la même chose tous ensemble avec nos invités après. Alors, non, mais merci à tous pour vos questions et juste Maxi Pousse, je pense qu'il a posé tantôt cette question-là. Il dit, Vinny, tu pourrais juste dire comment tu gères tes cash-out et monter de limites. J'évite de garder des montants trop énormes sur les sites de poker, sauf que je veux pas redéposer non plus. Donc, disons, ma gestion financière, des fois, devient compliquée un peu. J'essaie d'avoir des comptes sur plusieurs les choses comme NetTeller ou Click2Pay. Donc, je peux répartir un peu mon argent parce que des fois, j'ai peur de me faire... s'il y en a un qui ferme ou je suis victime de fraude, au moins, j'aurai pas 100% de mon argent à la même place. Et pour ce qui est des montées de limites, mais comme je disais tantôt, lorsque j'ai mon 40 buy-in, je m'essaie, mais sinon, si j'ai trop retiré, c'est tant pis pour moi, je vais juste redescendre et rebâtir ma limite. D'accord. Bon, enfin, tu es aujourd'hui, tu as assez d'expérience pour pouvoir maîtriser un peu tous ces choses externes qui te permettent d'avoir des sécurités, quoi, on va dire. Exact. Voilà, tu ne fais pas le fou. Et puis maintenant, en plus, tu es papa, etc. Donc, il faut vraiment faire attention, quoi. Et là, justement, la dernière question, ça te laisse un peu moins de temps pour jouer, peut-être, on ne sait jamais, je ne sais pas. Non, oui, définitivement que ça laisse moins de temps, mais je pense que mais ça va revenir tranquillement, pas vite. Là. Ouais, d'accord. T'as pas l'intention d'arrêter pour ça, de toute façon. Non, pas du tout. Bon, écoute, Vinny, j'ai vraiment été heureux et je pense que tout le monde dans la communauté, dans les gens présents et les gens qui vont écouter le podcast, de t'avoir invité parce que je savais que tu serais un gars très sympa à inviter. J'étais heureux donc de faire ta connaissance et puis j'espère qu'on n'a pas fini de la faire. On va continuer pour la deuxième partie et je sais que tu n'étais pas très au courant encore des émissions, donc carton jaune pour toi quand même, hein, mais ça va venir maintenant puisque tu vas pouvoir t'entendre toi-même à la radio. Donc la deuxième partie, est-ce que tu sais comment elle s'appelle la deuxième partie? Tu me l'avais dit hier. Oui, justement, pour voir si tu as un peu de mémoire. Non, j'ai oublié. Alors là, on était Alors attends, oui, non, je vais pouvoir je vais quand même. La première partie, c'était Heads Up, et ensuite, c'est on est un petit peu plus autour de la table.
Le Six Max. Ah bah oui, c'est ça. Mais c'est le Short-Ended. Allez, c'est parti. Short-Ended. J'ai triché, j'ai regardé Kojika qui m'a donné la mauvaise réponse. Ouais. En plus, t'as copié sur tes copains. C'est pas beau, ça. Bon, allez, c'est parti. Le Short-Ended. Tu veux te faire tailler un Short-Ended? Short-Ended. Short-Ended. Et voilà, le Short-Ended. Donc, le Short-Ended, bah voilà, comme son nom l'indique, après le heads-up, on est un tout petit peu plus autour de la table. On sera 4 là. Moi qui ne joue pas, mais bon, je vous observe. Toi qui reste là, Vinny. Et on a donc Pascal qui est là, 444. Bonjour Pascal. Non, il n'est pas là. OK. Alors, on a Isenbold. Est-ce que vous êtes là, les gars? Alors, je ne vous entends plus. Est-ce que quelqu'un entend Pascal et quelqu'un entend Bold? Ah, tu m'entends là? Là, normalement, j'ai mis ça y est, oui, merci beaucoup. Okay. Ils sont timing tail, là. Hein. Là, tu t'es fait déstacker. Là, c'est Bold qui vient parler. Pascal, es-tu là? Bon. Pascal n'est pas là. Bon, alors Pascal, depuis tout à l'heure, joue avec sa petite sœur à je ne sais quel jeu, hein, alors, puisque c'était comme ça. Et apparemment, il n'est toujours pas connecté, si quelqu'un peut le prévenir d'une manière ou d'une autre. Alors, on va présenter Bold, puisqu'il y a Super Chodo qui te posait une question, justement. Moi, je dis Bold parce que en fait, avant, c'est pas Bold ton pseudo, et avant, il y a IESN. Alors, comme je sais pas le prononcer, moi, je me risque pas. Alors, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on dit is no comme is no good, tu sais, is no bold ou yes bold. Alors, et puis il y a Kat aussi qui dit, moi le pseudo de Bold me fait penser au nom du grand sprinter africain nommé Usain Bolt. Non, ça c'est lui qui me l'a piqué. J'avais ce pseudo avant qu'il devienne connu, donc. Ah bon, d'accord. C'est pas la source de ton inspiration, c'est toi qui as inventé Usain Bolt et c'est lui qui t'a tout piqué, quoi. Exactement. Voilà. Ouais, est-ce qu'on pourrait savoir si Pascal a réussi à rejoindre Skype? S'il y a un problème quelconque, vous me le dites. Hein. C'est pas grave, on est en direct. On gère, mais bon, si Pascal n'est pas là, je ne sais plus quoi faire. Pascal est connecté normalement. Bon, on va parler avec toi. C'est pas un souci. Oui. Alors, il arrive apparemment. Ouais. Ok. Alors lui, c'est direct carton rouge. Hein. Ouais. Donc, j'avais commencé avec des questions pour Pascal, mais je vais essayer de revoir mes notes. Alors bon, vous qui jouez en limite 200 et plus, tout comme évidemment ces questions vont s'adresser à vous deux aussi. Peut-être que tu peux te présenter justement en attendant Pascal, parce que tu es coach évidemment. Ouais, je vais me présenter en attendant que Pascal ait compris comment activer son micro sur Skype. Oui. Ok, alors je m'appelle Gaëtan, j'ai 23 ans depuis une petite semaine et je fais des études en école d'ingénieur. Actuellement, je suis en Suède pour 1 an. Et voilà, je suis coach depuis un peu plus de 6 mois, je crois, sur Poker Stratégie depuis un peu plus de 2 ans. Je crois que j'ai répondu à pas mal de choses. Ouais, tu as commencé avec les $50 en jouant tout de suite en Big Stack? Non. J'ai commencé, je crois que j'ai commencé en SPT, je crois. Ça n'a absolument pas marché. Oui, voilà, j'avoue, ce soir, chez mon coming out, j'ai commencé par la SPT. Ouais, mais tu n'es pas le seul, hein. Ketor a fait pareil. Ouais. Hein. Ouais. Et ensuite, j'ai fait du sit and go pendant 6 mois sous la houlette de Maxi Pouce, bah oui, bien sûr. Oui. Et Johan Sigrist. Et je suis passé en Big Stack, je crois que c'était pendant l'été 2008, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ouais. Et tu étais en quelle limite quand tu étais en 2008, là? J'avais commencé en L10 sur Stars, il me semble. Ouais. C'est bien ça. J'ai commencé en L10. D'accord, ok. Mais t'es monté assez vite quand même. Ouais, en L10, parce que en fait, j'ai commencé cette limite, mais j'avais gagné un petit peu en sit and go, donc j'ai pas eu trop de temps à attendre pour monter en L25. Ah, parce que tu avais déjà une bankroll quand même qui était constituée en sit and go. D'accord, ok. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, donc...
justement, là, on parle des small, de mid-stake. Il y avait une question de Maury qui me semblait intéressante. Il en a posé plein de questions intéressantes, d'ailleurs. On va se servir de ces questions pour entrer en matière. Et parce que, justement, Vinny nous a parlé qu'il a commencé déjà, lui, en 2004, à l'époque. À l'époque dorée de Party Poker. Voilà, à l'époque dorée, je dirais du poker online peut-être simplement, et Party Poker mais en c'est vrai particulier. Que c'était majoritairement sur Party Poker, toutes les tables. Alors la question de Maury, on va avoir l'avis de Vinny aussi là-dessus et ton avis. Est-il encore possible de crush 10 BB100 plus les small mid stake avec un jeu de tag classique en short-handed, il parle lui. En fait, il faudrait définir ce que c'est tag classique. Moi, ce que j'entends par tag classique, c'est un mec qui joue un système et qui, et on va dire, qu'il va pas se forcer aux spots marginaux, et qui va pas se forcer à exploiter les autres joueurs. Donc, en gros, il va jouer son système qui est largement gagnant. Moi, je pense que ça suffit pour être largement gagnant, etc. Maintenant, parce qu'en plus, il met 10 BB par 100, il a mis des majuscules. Je sais pas s'il est là. Alors, je sais pas s'il parle de Big Bet ou de. Voilà. Ouais, si c'est Big Bet en Six Max, c'est quasiment sûr que non. Il met 10 BB sans plus, c'est-à-dire au-dessus de ça, quoi. Même si c'était des Big Blinds, simplement. Si on parle en Big Blind, c'est possible, mais c'est pour les meilleurs joueurs de la limite en général. Et à mon avis, il faut un petit peu plus que tag standard. Ce serait un peu ce qu'on appelle un thinking player qui est très bon, qui sait jouer contre les fiches, mais qui en plus met les règles dans les spots compliqués. Si c'est 10 big bets, ça, en Six Max, j'ai jamais vu ça. Je crois que les plus gros win rates en big bet, ça doit être 7,5. 8 peut-être en Six Max pour vraiment c'est déjà énorme. Meilleurs. Voilà, c'est pour les joueurs vraiment les meilleurs. Ouais. Enfin là, c'est les meilleurs du monde, ouais, certainement, ouais. Et toi, Vinny, justement, tu confirmes ça quand même que on ne peut plus crocher des limites comme ça maintenant. Est-ce que le niveau vraiment a monté? Oui, définitivement que le niveau a monté. Et je pense que comme Bold l'a dit, 10 big bets, c'est impossible. Surtout que le nombre de joueurs réguliers a beaucoup augmenté et que maintenant, comparativement à avant, où il pouvait avoir 3 fiches, 3 regs sur une table de Six Max, maintenant, c'est beaucoup plus souvent 5 regs, 1 fiche. Donc, les moyennes de big bet par 100 mains ont tendance à disons, s'aplanir et devenir de plus en plus serrées entre les différents joueurs réguliers, même s'il y a définitivement certains joueurs qui sont de loin plus talentueux et qui vont réussir à gagner du 6, des fois 7, et que tu as des regs qui essentiellement vivent du reg back et qui sont des joueurs oui, ça c'est break-even, mais malgré tout, la tendance fait que ça semble être de plus en plus serré au niveau des win rate entre les joueurs. Oui, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est vrai que Vincent m'a fait penser, c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être, si c'est 10 big blind, pour un joueur tax classique, à mon avis, c'est possible, mais il faut avoir une table de sélection qui est totalement folle, c'est-à-dire jouer plusieurs sites à la fois pour avoir à chaque fois la meilleure table de la limite. Sans ça, je pense pas que ce soit possible. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, je suis pas donc un spécialiste de nos limites, vous le savez. Je joue un peu toutes les variantes et puis surtout pas en mid-stake et high-stake. Mais j'ai été, pour m'amuser hier, j'ai plus le temps de jouer en ce moment, faire du rush poker. Donc, c'est-à-dire sans aucune lecture sur les adversaires, sur full tilt en NL10. Eh ben, c'est incroyable ce que j'ai vu. J'ai pas vu de limper quasiment, ou très peu. Enfin, bon, d'habitude, tu vas sur une table de NL10, tu vois 5 limpers, tu vois. Et j'ai vu des gens qui raisaient au bouton. Enfin, tu vois, qui faisaient les trucs standards, quoi. Tu vois, j'ai vu j'ai vu des 3 bêtes. Tu vois, des choses comme ça, des choses qui, quand on lit un peu l'histoire des joueurs de poker, il y a 3 ans, personne ne savait faire ça en NL10, quoi. Tu vois, on a l'impression que tout le monde pré-flop sait jouer déjà. Oui, effectivement, je pense que les sites comme PokerStrategy.com, autant peuvent être, d'un point de vue personnel, faire en sorte qu'on devienne des meilleurs joueurs, d'un point de vue collectif pour... la communauté des joueurs de poker,
à l'occasion, ça peut être moins heavy. C'est sûr que je prêche contre ma paroisse parce que ça fait plusieurs années que je coach, puis et maintenant quelques mois sur Poker Strategy. Mais il faut aussi être conscient que lorsque quelqu'un regarde une vidéo d'un bon coach talentueux, oui, il s'améliore, mais les centaines d'autres joueurs qui ont regardé le même vidéo peuvent s'améliorer aussi. Donc, c'est important pour chaque joueur de faire l'effort de s'améliorer un peu plus que la moyenne des autres. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Pour toujours avoir un edge, quoi. Exact. Ouais, c'est pas toujours facile. Et bon, Pascal est toujours pas arrivé. Bon, c'est pas grave. Alors, Pascal. En fait, ce que je vais proposer, c'est quitter la converse. Il faudra que tu le réinvites une fois qu'il en sera parti. Ouais, mais là, on est en direct, ça va être un petit peu compliqué parce que voilà, ça c'est bien au test son. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive à Pascal? Aucune idée. Il est dans la conversation. Apparemment, tout marche. Ouais, il est là. Ben non, je vais raccrocher et puis je vais le rappeler pour voir. Hein, mais j'ai pas besoin de quitter la converse. Sinon on n'a plus d'émission là, tu vois, on est en direct. Ouais. J'ai rappelé Pascal là, à l'instant là, il est toujours en rouge. Je sais pas s'il entend que ça sonne, mais voilà, je t'ai rappelé Pascal. Je ne sais pas si tu entends. Tu peux te mettre en vert sur Skype peut-être. Voilà. Est-ce que tu nous entends, Pascal? Bon, je l'ai rappelé. Ça a sonné. Bon, tu sais que tu avais éteint ton micro tout à l'heure. Tu peux le rallumer peut-être. Ouais, je lui ai dit. Des choses comme ça. Enfin bon, bref. Bon, écoute, on verra tout à l'heure. Donc, dans la lignée de ça, on va faire l'émission ensemble tous les trois. C'est pas un problème. Si jamais Pascal, tu trouves la solution, moi je veux bien te rappeler tant que tu veux, mais je sais plus quoi faire là. Pensez-vous qu'on arrivera à des parties de plus en plus agressives et ce justement même déjà depuis les micros limites? Ouais, je pense. Récemment, j'ai coaché des joueurs en L25 et la L25 de Stars. Ça 3 bêtes de partout. Il y a quasiment plus de flat. Alors, voilà. C'est pas forcément ce qui est bon parce que du coup les gens jouent Razor Fold alors que des fois le call est la meilleure option, les gens se posent vraiment pas de questions, donc c'est possible d'exploiter ça. Le problème c'est que c'est moins facile d'exploiter ça plutôt qu'un mec qui call trop, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment assez désagréable même en L25, donc à mon avis ouais, c'est ce vers quoi on va se diriger, quoi. Et c'est pour ça que si tout le monde joue pareil, il va falloir justement essayer de contrer ça et de comprendre pourquoi c'est pas bon de jouer de toute façon. Mais bien à mon avis, ouais, c'est ce qui va se passer. Ouais. Ouais, mais c'est quand même étonnant. Ouais. Dès la NL25, je te dis, moi, juste pour m'amuser en NL10, bon, peut-être que c'était que des gens qui sont des règles, c'était super tight, tu vois. Tu vois, en NL10, si tu vas sur des sites comme PokerStar en NL10, là, je parle pas du Rush Poker, hein, donc Six Max, tu vas trouver des mecs qui sont à 60% de VPIP, tu vois. Alors que là, la moyenne de la table, c'était dans genre 25% en NL10, tu vois. C'est quand même vachement tight pour de la NL10, quoi, tu vois. Et des 3 bêtes, des choses comme ça, là, j'ai halluciné, quoi. Et alors je me dis que bon, le niveau a vraiment progressé. Ça veut pas dire qu'ils savaient bien jouer après, hein. Mais voilà, ils ont des notions apparemment, même en micro limite, que certainement les gens n'avaient pas il y a 2-3 ans, quoi. Voilà. Ouais. Bon, enfin, bref, là, ça nous concerne pas, mais sinon, quand vous démarrez une session, est-ce que vous abordez vos parties avec un certain état d'esprit, ou est-ce que vous avez des plans prédéfinis où vous jouez votre jeu standard, ABC, un peu comme disait Vinny tout à l'heure? Est-ce que vous avez un plan en tête? Est-ce que vous faites beaucoup de sélection de table? Est-ce que voilà, quand vous allumez votre ordinateur et que vous allez sur votre room, est-ce qu'il y a des choses que vous faites avant de commencer à jouer la première main? Moi, en fait, je détermine d'avance quelle limite va être ma limite principale de la session. Ouais. En sens où, si je joue à une limite un peu plus élevée, je vais réduire le nombre de tables sur lesquelles je vais jouer. Et si je joue à une limite plus basse, ben là, c'est au contraire, je vais plus grinder en jouant, disons, 9, 10, 12 tables à la fois. Aussi, à l'occasion, j'aime bien faire des petites sessions de Omaha ou de d'autres jeux. Donc, où j'essaie de
d'avoir une bonne idée de ce que je vais faire en commençant ma session, mais malgré tout, il arrive des fois que je me rends compte qu'un fils joue sur plusieurs tables, donc je vais changer de plan, mais oui, j'essaie d'avoir... Allô? J'entends Pascal qui arrive. Pascal 444, que je présente à tout le monde, qui arrive comme le cheveu sur la soupe, mais pas du tout, puisqu'on t'attendait. Alors, bienvenue Pascal, tu nous entends? Putain, j'entends plus rien là. En plus, il n'entend pas. Mais voilà. Ça va bien. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, les gars, on a l'habitude chaque semaine d'avoir des problèmes dans cette émission. On est en direct, donc c'est pour ça. Alors, est-ce que Bol, tu peux lui écrire dans le chat qu'on entend très bien Pascal maintenant, mais c'est qui branche son casque ou je ne sais pas quoi. Donc. Parce que je peux pas, voilà, on t'entend. Oui, on t'entend, Pascal. Il faut faire quelque chose maintenant. Tu aurais dû arrêter de jouer avec ta petite sœur. Est-ce que tu nous entends là? Ouais, je t'entends. Ah bon, ça y est, voilà. Et tu vois, c'est merveilleux. Salut Pascal, comment vas-tu? Non, il nous entend plus. Ça y est, il a redisparu. Bon, donc nous en étions où? Alors, on va aborder d'autres questions. Est-ce que oui, Pascal, ça devient un gag. Nous, on t'adore. Si tu pouvais arrêter de faire du bruit avec ton clavier en plus, ça serait génial. Mais là, non, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un truc récurrent dans cette émission. Il y a toujours quelqu'un qui trouve le moyen de nous planter le truc en plein direct. Mais tu peux dire allô parce que on est presque au téléphone. Allô, Pascal, où es-tu? Est-ce que tu peux lâcher le jeu que tu fais avec ta petite sœur? On est en direct, mais à peu près depuis 1 heure, hein, tu vois là. Hein. Pascal? Non, je joue pas avec ma petite sœur là. C'est. Donc tu nous entends? J'entends rien en fait. Eh ben, ah bon, mais pourquoi tu as répondu à cette question-là? C'est curieux, ça. En fait, j'ai augmenté le volume de tes haut-parleurs, mais ça. Non, il faut couper le coaching player. Il faut entendre que sur Skype, sinon ça va te faire un délai et tu vas me répondre 3 secondes après. Ouais, mais sans ça, je t'entends pas en fait. Sur Skype, je t'entends pas. Ah ben, c'est pas normal ça. C'est un truc qui va pas là. Bon, ok. Là, je sais pas. Tu m'entendais tout à l'heure et tu m'entends plus maintenant, ouais. Ok. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Bon, écoute. Ouais, je peux laisser tomber. Non, mais ouais. Bon, Pascal, tu nous entendras 3 secondes après. On est désolé, mais là, je peux rien faire pour toi. C'est un peu trop tard pour faire les tests. Alors, Pascal, quand même, si tu nous entends, il y avait Fowan qui avait une question pour toi et puis pour lui aussi parce que bon, là en ce moment, il fait pas mal de perfs. Alors, il s'inclut dans l'émission tout seul. Non, Fowan, c'est pas bien ça. Hein. Il faut que tu restes la tête froide. Mais sa question est sympa. Penses-tu que Fowan donc et Pascal 444 vont réussir à devenir les futurs Ludovic Laquet et Alexandre Luneau du poker français? Non, en fait, il est parti de la conversation, je crois. Ok. Ok, tout va bien. Ils ont réfléchi jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Ouais. Ah non, mais on est en train de rêver. Oui, on t'entend très bien, mais surtout, ce qu'on aimerait, c'est que tu nous entendes nous. Ok, voilà. C'est bon, là, je crois que j'ai tout réglé, là. Enfin, ouais, c'est un peu tard pour régler, Pascal. On est obligé vraiment d'enchaîner parce que l'émission est presque finie. Si tu veux, est-ce que tu nous entends, là? Ouais, là, ça marche nickel. Là, eh ben, c'est bien. C'est bien. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Hein, ah, mais nous non plus, puis on veut pas le savoir d'ailleurs. Nous détaille rien. On va essayer d'enchaîner. De toute façon, ne t'inquiète pas. Il y a toujours un mec comme toi sur chaque émission. C'est ce que j'expliquais. Il y a toujours quelqu'un qui comprend tout au début, qui après te dit mais allô, ou alors je suis déconnecté, etc. Mais t'inquiète pas, on gère ça. Désolé, hein. Non, mais non, pas du tout. Ça nous amuse. Au contraire, ça fait rire tout le monde. Donc il y a aucun souci. Bon, je vais répéter une question. Tu t'appelles bien Pascal 444? Ouais, je m'appelle bien Pascal. Alors, non, je suis Pascal 444 sur Poker Stratégie. Ouais. Non, mais c'est bon. Okay. Alors, donc, Fowan te posait la question.
Pascal, dis-moi, tiens, non, je vais arrêter la question de Fouane, elle est pas intéressante finalement, j'ai envie de t'en poser une autre. À quelle limite tu joues? En ce moment, ouais, on va dire théoriquement en NL 400. Ouais. Et je viens de subir un downswing Tu peux enlever le son qu'il y a derrière toi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'écho là. Ouais. Donc ouais, je viens de subir un downswing encore en KNL. Donc théoriquement, je devrais redescendre en NL 400, mais ouais, je suis plus trop motivé, on va dire. Bon, alors voilà. Alors donc parce que toi, tu as joué beaucoup plus haut que ça, la NL 400. Tu as joué des plus que la NL 1K et tout ça. Hein. Et tu as eu des gros downswings. Alors on peut aborder directement la question des downswings. Ça t'a affecté parce que tu dis toi-même là maintenant que t'as même presque plus envie de jouer, c'est ça? En gros, on va dire ça. En gros, contrairement à Winnie, moi j'ai une gestion de la bankroll assez aggro parce qu'il faut savoir que moi je vis pas sur ma bankroll en fait. D'accord. Donc Winnie, c'est le coach là qui est intervenu durant la première partie. Vinny, mais il est toujours là, il t'écoute, hein, il est avec nous, on discute ensemble. Okay, c'est pas Winnie l'ourson, mais bien. Il y a Winnie l'ourson. Vinny, mais bon. Il y a Winnie l'ourson, effectivement, mais c'est pas lui. Nous, on a vraiment un Vinny. Et j'espère que tu as écouté, c'était super intéressant. Puis on n'a pas fini justement. C'est intéressant que tu parles avec lui pour ça, parce que lui, il a parlé de la gestion de bankroll. Et toi, dis-nous ta gestion de bankroll justement, et peut-être que cet écœurement, c'est peut-être une petite erreur que t'as faite, mais en même temps, t'as des raisons parce que tu comptes pas là-dessus, tu vis pas du poker et finalement, peut-être que t'en as rien à faire de perdre des milliers de dollars comme ça, je ne sais pas. Explique-nous tout ça. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que moi, vu que j'ai pas besoin de vivre de ma bankroll, je préfère prendre des shoots assez aggro pour shoot les limites du un peu plus hautes en fait. D'accord. Mais au début, j'étais aussi un gros need de la bankroll management. Jouais même, je me souviens que j'avais 10K encore que j'avais fait mon premier shoot en 200 NL. Après, à partir de là, ça allait très vite. À 14K, je fais mes premiers shoots en 400 NL. J'ai un upswing assez incroyable. Je crois que j'ai fait mes 2 meilleurs mois, c'était en octobre-novembre. Je prends 20K et derrière, je prends encore 15K. Après là, j'ai les 40 buy-in là pour jouer en 1K. Je fais mes premiers shoots en 1K, ça se passe mal. Enfin, c'est pas que ça se passe mal, mais c'est, on va dire, retour à la réalité. Et bon, après avoir up comme ça, c'est un peu dur de revenir à la réalité. Donc après, depuis quelques mois, je fais un peu des swings assez violents monétairement, mais ouais, je suis un peu short là pour jouer en 1K là. Je dois avoir 20 buy-in, un truc du genre. Donc ouais, c'est plutôt short. Et tu te considères comme un joueur comment? Est-ce que, par exemple, Vinny nous a bien expliqué qu'il était un joueur, il a même employé le terme ABC, hein, c'est-à-dire qu'il avait tenté des moves à un moment donné et que ça lui avait coûté un peu cher et que aujourd'hui, je sais pas comment on peut te qualifier, Vinny, mais de joueur tag, on va dire, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, d'accord, voilà. En revanche, quand on dit tag, moi j'ai vu ton coaching, t'ouvres quand même assez léger, mais tu joues beaucoup les situations aussi, évidemment. Hein. Tu peux jouer tout ce que tu nous as expliqué sur la range adverse. Tu vas pas jouer uniquement à As-Roi, toi, hein, quand même. Hein. Faut pas exagérer non plus. Exact. Hein. J'ouvre peut-être loose pré-flop, mais post-flop, c'est plus post-flop que je me qualifie de joueur ABC où je vais pas tenter de faire folder une grosse main à mon adversaire juste parce que je pense que je peux représenter. En revanche, pré-flop, tu es plus loose que ça. Tu peux ouvrir assez large et puis tribetter aussi light et des choses comme ça. Je t'ai vu faire. Oui, donc voilà, mais c'est post-flop que tu te maîtrises après, où tu dis bon bah tant pis, je le prendrai pas celui-là et puis voilà quoi. Alors Pascal, est-ce que toi tu peux te comparer à un joueur tag ou alors tu as un autre style? Je pense aussi que j'ai un joueur assez tag standard. Peut-être que ces derniers temps, j'ai tendance un peu à me losifier un peu plus, trembêter un peu plus, mais c'est pas mon jeu habituel, on va dire, entre guillemets, de nature. Je joue plutôt tag aussi.
Je pense pas avoir un jeu qui dévie aussi du standard. D'accord. Non plus. Alors, est-ce que ces swings là qui sont importants, puisque moi j'ai vu des swings qui dépassent les 10K chez toi, hein, même plus, hein. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. En blackjack ou non, alors ça c'est autre chose. On va parler uniquement du poker. Mais est-ce que à ce moment-là, bon, évidemment, ce que j'avais dit à Vinny, on perd confiance, éventuellement, ou est-ce que tu remets ton jeu en jeu, pour faire une mauvaise phrase qui est pas très jolie en français, mais est-ce que tu te remets en cause? Est-ce que tu penses simplement que c'est de la variance tout bêtement, ou est-ce que ça t'arrive justement de retravailler les choses derrière, de refaire des revues de session en voyant si tu avais fait des erreurs ou pas? Ouais, en fait, je pense que c'est un peu ça le problème, en fait. À mon avis, pour modifier les parties de son jeu, enfin, essayer d'améliorer quelques trucs, tenter des nouveaux moves, je pense il vaut mieux être dans une période, on va dire, où on n'est pas trop en down, où on est plutôt bien dans sa tête, plutôt en confiance, que vouloir tout modifier quand on est en plein downswing. Je pense que c'est une erreur. Après, on doute encore plus. Quand un move marche pas, on va être encore plus dégoûté. On va tout remettre en jeu, vouloir tout modifier. Je pense que pour modifier son jeu, il vaut mieux le faire quand on est en train de green une limite qu'on connaît bien, qu'on a bien crush, que de le faire en plein downswing, en fait. Oui, d'accord. Très bien. Ouais. C'est psychologiquement, je pense que c'est mieux, ouais, aussi, ouais. Ouais. Et quels sont vos moyens à vous là, à tous, je parle, encore aujourd'hui, même toi qui est coach, Bold, et toi, Vinny aussi, quels sont les moyens que vous employez pour améliorer votre jeu? Est-ce que vous travaillez encore votre jeu ou pas, d'ailleurs? Ouais. En fait, moi, ce que je fais, c'est que tous les lendemains de session, en général, juste avant d'envoyer la session quotidienne, je revois toutes mes mains de la session. Enfin, pas toutes mes mains, mais on va dire les mains à problème. Ouais. Ouais, non, pas vraiment les mains à problème. Disons que, en fait, je filtre par gain ou perte sur la main, et je vois tout ça. D'accord. Si pendant la session j'ai coché des mains qui étaient intéressantes, je les revois aussi. Sinon, à part ça, parce que vu que je crois que j'ai vu des questions là-dessus. Ouais, j'ai un coach aussi, je mate souvent des vidéos, etc. Donc, tout ça, je le fais pour améliorer mon jeu, quoi. Et t'as un coach, hein? T'as un coach aussi, d'accord, ouais, voilà, ouais. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Et Vinny, toi, tu travailles encore ton jeu régulièrement, ou ça va, ça roule? Non, tous les jours, je fais un review, moi aussi, de ma session. J'essaie de regarder tous les gros pots que j'ai joués, autant ceux que j'ai gagnés, ceux que j'ai perdus, pour voir si j'ai extrait le maximum de value ou... Très bien. Ben, c'est sérieux, hein, dis donc. Hein. Alors, c'est peut-être pas par hasard que vous avez réussi à monter les limites, remarque, hein, finalement. Et quel est, selon vous, le leak le plus flagrant d'un joueur régulier de small stake, pardon? Vous qui avez dominé justement ces small stake depuis longtemps. Moi, je pense que c'est la tendance. Quelqu'un qui dit le tilt, effectivement, c'est une bonne réponse, mais je pense que c'est le fait qu'ils seront pas capables de value better assez léger sur les streets comme le turn et la river, et ils vont avoir tendance à trop polariser leur range, soit avoir la note, soit bluffer lorsqu'ils misent dans la main. Les value bet thin, ces choses-là où finalement on gagne un peu plus d'argent à chaque fois, c'est ça? C'est ça, parce qu'une fois qu'on est rendu au turn, la river, le pot a connu une certaine inflation. Donc, si on réussit à faire une mise de 10 big blind et que notre adversaire va coller avec une main moins bonne et que notre adversaire, lui, si on inversait la situation, ne le ferait pas, mais c'est sur notre win rate, ça a un impact majeur par rapport à celui de notre adversaire. D'accord. Très bien. Ouais, okay. C'est vrai que c'est assez vrai. Moi, je dirais que c'est surtout que les gens se level ou alors qu'ils font les mauvaises conclusions. Le truc que font tous les gens, c'est que ils prennent un fait d'une partie du jeu et qui forcément font l'amalgame pour les autres parties. Par exemple, c'est pas parce que je joue, je sais pas, 29-23 et que je 3-bet 12% que je vais forcément toujours 3 barrels en bluff dans les pots de 3-bet, et au final, ça arrive souvent. Il y a souvent des règles qui finissent par faire des calls totalement
affreux à la river, juste parce que je suis pas agressif pré-flop, etc. Je pense que ça, c'est une grosse. C'est une grosse. Et surtout, je pense qu'il surestime la capacité, même des autres règles, à bluffer, alors que je pense que le leak principal, c'est pas probablement les joueurs qui font trop de check-raise river, par exemple, c'est juste que les gens qui vont juste trop call dans des spots où, justement, ils utilisent des faits qu'ils ont pour d'autres parties du jeu. Ils pensent qu'ils peuvent s'appliquer également dans d'autres parties. Donc, ouais, je pense que c'est tout ça, les gens qui se level pas mal de fois. Très bien. D'accord. Alors, il y avait une question de David, David Kaka. Ah oui, c'est là que j'attendais. Là, c'est à tous les trois. Hein. Est-ce qu'il y a dans ces limites encore des fiches? Alors, il cite comme exemple qui call un bet sans tenir compte de la cote, etc., sur un tirage qui part all-in, sur un 4-bet avec Q, je sais pas quoi. Bon, il cite des exemples comme ça. Enfin, bref, d'autres moves qu'on peut qualifier de fishy, quoi. Est-ce que à vos limites, il y en a encore? C'est sûr qu'il y a toujours des fiches, hein. Sinon, les règles ne joueraient pas ces steaks. Ce qu'il faut savoir, c'est juste que plus on monte de limites, plus les règles théoriquement sont meilleures, on va dire. Moins il y a de fiches, c'est sûr, et plus les games deviennent aggro. Mais sinon, il y a toujours des fiches, hein. Sinon, je pense pas qu'il y aurait du trafic en mid-stake et voire en high-stake. Après, pour les exemples qu'a donné David à Kaka, pour les tirages hors cote, ça, je pense que c'est à toutes les stakes de la NL2 jusqu'à peut-être pas en high stake, mais en mid stake, on voit encore des joueurs comme ça. Et pour le QQ all-in pré-flop, ça me paraît assez standard. Sinon. Oui, moi aussi, ça me paraissait standard. Je vais casser mon truc, quoi. Purée, j'ai préparé tout un level. Non, mais vas-y. Non, c'est foutu maintenant. Ouais, bon, ouais. Non, mais effectivement, on a parti all-in contre un 4-bet avec paire de dames. Justement, plus on monte dans les limites, et plus c'est agressif, et plus on va all-in avec paire de dames, paire de valet. Ça arrive. Évidemment. Paire de 10, as-dame, etc. quoi. Oui, alors j'ai cité toute la question par intégrité pour pas déformer les propos de l'auteur. Et David, effectivement, ça me semble standard de partir avec dame all-in. Hein. Enfin bon, là, je pense que tu joues pas non plus dans les mid ou high stake comme moi, mais ça me semble standard pour eux. Et ça doit même être un peu plus léger de temps en temps parce que les games sont agressives. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est une question d'adaptation, effectivement. Ouais. Alors qu'on pourrait peut-être coucher en NL50, par exemple, en full ring. C'est bien possible sur Star ou un truc comme ça, ou en L100. Mais au-dessus, je pense que là, c'est une autre histoire et il y a d'autres rides sur les adversaires. Voilà. Alors, sinon, pour plaisanter un peu, Titsé, bien sûr, qui dit, alors là, tu n'es pas dans le coup, normalement, Vini, mais bon, que vous êtes trois, elle dit, sachant que vous êtes adepte du triolisme, est-ce que c'est pas difficile de gérer les sentiments des uns et des autres? Ouais, j'ai envie de dire que les sautes d'humeur, c'est pas que c'est difficile, c'est non, c'est juste que vu qu'on a des sauts d'humeur et vu que on parle tout le temps, on se parle tout le temps de la journée, on se montre des mains, etc. Non, c'est pas difficile, c'est pas vraiment difficile. D'accord. C'est pas de gérer les sentiments qui est difficile. Non, ça va, d'accord. Ouais. On n'est pas encore si proche au point de gérer les sentiments. Et comme j'avais demandé, ben non, mais je ne sais pas. Hein. Bon, après, votre vie privée nous intéresse aussi, mais bon, cela ne nous regarde pas, comme on dirait. Comme j'avais demandé à Vini tout à l'heure, il nous a expliqué qu'il avait eu des difficultés à un moment donné pour passer, je crois que c'était à la 1-2, hein, Vini, où tu avais eu un petit peu de mal. Est-ce que vous, Bold et Pascal, vous avez eu un problème à une limite particulière? Moi, c'est la 10, pas la 10-20, plutôt la NL20 à l'époque où je commence en big stack. Je commence en NL5, NL10, ça se passe tranquille. Après, j'arrive en NL20, ça se corse un peu. Je crois que je fais 60 000 mains break-even. Bon, je monte en NL50 quand même avec le rakeback. Et grâce à quelques perfs en MTT, on va dire. Et puis, la NL50, ça se passe assez bien. Après, ça se corse un peu aussi. C'est comme... moi, je vais éviter de dire Winnie, sinon tout le monde va se moquer.
comme Vini, donc je fais au moins trois allers-retours de la NL50 à la NL100, ça veut pas passer du tout. En plus, à l'époque, faut savoir que j'étais beaucoup moins détaché en fait des dollars. À l'époque, je pense que je pouvais plus tilter en perdant $75 que maintenant en perdant 3-4K dollars en fait. Donc c'était assez tendu pour moi de faire un shoot en NL100. Ça représentait pas mal déjà $300, $400. Donc j'ai mis assez de temps, pas mal de temps. Après, bizarrement, de la NL200 à la NL600, comme j'ai dit, ça s'est super bien passé en fait. J'ai good run. Et ouais, comme dit Bold, récemment, c'est la NL1K qui veut pas de moi. Ouais, d'accord. Ouais. Et alors, question de Péco à moi, tu y as répondu un petit peu tout à l'heure, Pascal, mais bon, est-ce qu'il vous arrive des périodes où vous perdez le plaisir de jouer? Et si oui, comment vous les gérez? Alors apparemment, tu es un petit peu dedans, Pascal, mais est-ce que les autres aussi, vous avez connu ça, Vini et puis Bold? Des gros downswing? Ou par exemple, c'est-à-dire des périodes où tu n'as plus envie de jouer. Est-ce que ça t'est arrivé déjà? Comme je racontais tantôt, la fois que j'ai perdu 20 000 $ sur une main, ça m'avait coupé le goût de jouer pendant 2 à 3 semaines, mais c'était plus que de pas avoir le goût, c'était plus que je pense que j'avais besoin de réorienter mes oui, quand tu as fait tes 3 semaines de break, ouais. Mais non, j'ai jamais vraiment perdu le goût. J'ai vraiment un amour pour le poker. C'est plus que juste une activité lucrative. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que je pense que je vais jouer jusqu'à ma mort. Là. Ah dis donc. Ah ouais, alors là, c'est vraiment ancré en toi, alors. Bon. Et Bold, ça t'est déjà arrivé, ça? C'est pas vraiment perdre de plaisir, parce que moi, en fait, c'est tout perdre d'envie. Genre, il y a des périodes comme ça où je me dis pendant une semaine, j'ai du mal à jouer au poker juste parce que j'ai pas envie. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je sais que. Souvent. Ouais, ça m'arrive souvent. Mais c'est pas un dégoût, ça, pas envie pendant une semaine. Voilà, c'est pas pareil. J'ai d'autres opportunités, j'ai quelque chose d'autre qui arrive, et en général, voilà, j'ai pas envie. Et puis ce qu'il y a, c'est que vu que. En général, j'ai pas envie, quand je prends pas plaisir, en général, c'est difficile de jouer son A-game quand on n'a pas envie de jouer. Donc, dans les cas-là, je joue pas et c'est tout. Mais ouais, ça m'arrive assez souvent, des périodes qui peuvent durer jusque 2 semaines. Par exemple, cet été, j'ai pas joué du tout. Donc, pendant presque 2 mois. Donc, ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais. Et comment je les gère? Je joue pas. C'est simple. Oui, je pense que c'est la meilleure solution parce que si t'as pas envie, tu vas peut-être pas jouer ton meilleur poker. C'est pas la meilleure solution parce qu'à la limite, c'est vraiment, c'est parce que je suis pas du tout pro ou rien du tout, quoi. Donc, vu que j'ai aucune pression par rapport à ça, c'est sûr que c'est pas difficile à gérer. Ce serait difficile à gérer si j'avais besoin des revenus, etc. À ce moment-là, il faudrait que j'apprenne à limiter la casse quand je suis pas dans mon big game, dans mon A-game, etc. Ouais. Et, ouais. Alors justement, à propos de ça, est-ce que ça vous est venu à l'idée? Parce que Vini, on peut considérer que t'es pro ou pas? Pascal et Bold, il vient de répondre, il est pas pro, mais est-ce que ça vous tenterait d'être pro? Vous en êtes où par rapport à ça? Vous êtes pas loin d'être pro les uns et les autres, ou alors vous êtes pro déjà, semi-pro? Moi, pas du tout. Et vu ce que je suis en train de vivre, entre guillemets, en 2010, je pense pas que ça soit pour bientôt. Dans ma tête, c'est sûr que ça, j'aimerais beaucoup, mais quand je vois comment je réagis par rapport à un down, ma gestion de la bankroll ou plein d'autres trucs, je pense pas que ça soit fait pour moi encore actuellement. Mais sinon, ouais, ça me tenterait bien, ouais. Oui, mais Pascal, peut-être parce que je sais pas, c'est peut-être indiscret de demander ton âge, mais tu es pas très vieux. Ouais, je vais avoir mes 18 ans là mes 19 ans, pardon. Je vais avoir mes 19 ans dans quelques mois. Oui, voilà, il est tout jeune. Donc Pascal, tu sais, c'est peut-être juste un tout petit manque de maturité. Là, t'as appris des trucs. Peut-être que dans un an ou deux, tous ces problèmes-là, tu vas les intégrer, tu vas les digérer. La gestion de bankroll, etc. Et puis, je sais pas. Tout ce que tu as vécu justement et tes difficultés, tu vas les intégrer, tu vas savoir réagir contre ça, et peut-être que là tu pourras te poser la question.
Ouais, j'espère bien, hein. C'est vrai que l'avantage aussi quand on est jeune, on va dire, c'est comme on dit, quand plus on monte au poker, plus il faut se détacher des sommes qui sont mises en jeu. Ouais. Donc à mon âge, ça on va dire que c'est pas trop un problème, quoi. Je vois un peu le poker comme on va dire un jeu vidéo. Ouais, moi, un jeu vidéo, exactement. quoi. Je pensais à ça. C'est ce que j'allais dire, Bolt. Tu vois, il m'a soufflé le truc. J'ai dit, moi, j'ai l'impression que de temps en temps, des gens comme toi, et c'est pas un reproche, hein, mais vous jouez ça, des fois, je parle des gens qui sont très jeunes, comme ça, qui ont 18 ans, et qui jouent ça exactement comme un jeu vidéo, quoi. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, quoi, en fait. Mais après, c'est vrai que quand tu perds quand même 10K, 20K, c'est plus comme le jeu vidéo, quoi, puisque tu sais que t'as perdu de l'argent, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu différent. Mais sinon, dans le concept, pour aborder le poker, ouais, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. Essayer de monter toujours. Ouais, c'est comme faire des points, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant, justement. C'est un schéma dans la tête qui peut être différent d'un joueur qui est un petit peu plus expérimenté ou le jeu vidéo, pour lui, c'est important de garder, le bankroll management, etc. Mais justement, le rapport à l'argent, c'est intéressant parce que, il y avait une question, je m'excuse, je sais plus de qui c'est, mais la question c'était, avec les sommes que vous brassez comme ça de temps en temps, puisque tu parles de 10K, 20K, etc., c'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout pour des gens qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas forcément, si c'est, tu vois, qui sont étudiants ou des choses comme ça, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que ça représente encore quelque chose pour vous? Est-ce que justement, je pense que la question s'était tournée, genre tu vas dans une boîte, t'as une bouteille de whisky, c'est 200 € ou $200, peu importe, on s'en fout. Est-ce que c'est de l'argent que vous jetez facilement par les fenêtres ou pas? La question, elle est posée à Vinny, qui lui a déjà une vie de famille, par exemple, et elle est posée à toi, Pascal, et à Bold, qui est peut-être un petit peu plus jeune. Enfin, je sais pas, Bold n'est pas forcément plus jeune que Vinny, mais Pascal en tout cas. Et est-ce que ça change votre vision les uns les autres? Est-ce que toi, justement, Pascal, puisque c'est un jeu vidéo, cet argent, tu t'en fous un petit peu, quoi, finalement? C'est un peu la question, quoi. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est que pour moi, enfin, c'est pas que le poker, tu peux te faire l'argent facilement, mais c'est un jeu où il y a vraiment beaucoup d'argent, je pense, à se faire. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu le contraire, quoi. Je vois plutôt au poker de l'argent facile à se faire, et c'est un peu après, on va dire. Pour rigoler, par exemple, avec d'autres potes poker, on va plutôt quand on gagne, par exemple, un stake de 400, même de $400 ou de 1K, on va dire LOL cheeseburger ou un truc du genre, alors que dans la vraie vie, avec un K, par exemple, c'est ce que gagnent des gens en mois, quoi, un mois de travail. Et quand tu es au poker, la conception de l'argent, elle est totalement faussée, quoi. Vu qu'en plus, c'est des jetons, enfin, c'est sur Internet, c'est virtuel, ouais. Ouais, voilà. Oui, mais alors, si je pose la question à Vinny, j'ai l'impression qu'il va pas me faire la même réponse parce que pour lui, c'est quand même un moyen de gagner un petit peu sa vie aussi, quoi. Même si c'est virtuel aussi. Ouais, mais je suis un peu d'accord sur le fait que tant que l'argent est sur le site, ouais, sur le compte, c'est moins tangible. Mais à partir du moment où j'ai fait un cash-out et que j'ai cet argent-là, je vais jamais la dépenser stupidement juste pour soit m'acheter une montre à 3000 $ ou oui, voilà, c'est ça, oui. Faire des achats que j'ai pas de besoin. Mais tant que l'argent est sur le site puis que mon bankroll monte, descend, j'ai pas vraiment la perception que lorsque c'est écrit 35 000 $, c'est vraiment 35 000 $. Tandis que si j'avais 35 000 $ en billets de 100 $ devant moi, là, ouais, dans les mains, oui. Je pense que je le verrais très différemment. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bah, c'est le côté virtuel, mais alors qu'en réalité, si tout se passe bien, logiquement, ce que vous avez marqué, si c'est marqué 35 000 $ sur le site, c'est vraiment des vrais billets qui peuvent arriver normalement. Et on a plus tendance à les perdre. Alors justement, si c'était par exemple la même chose en live,
Hein, d'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous ont fait du live déjà? Ouais. D'accord. Et alors, si justement, est-ce qu'il n'y a pas une petite différence? Bon, 35 000 $, on va dire, ça fait beaucoup, mais même, allez, 10K, c'est des sommes qui pour vous sont pas énormes par rapport à ce que vous jouez, mais c'est quand même des sommes énormes pour, je sais pas, pour le travailleur moyen. Hein. Je sais pas, moi c'est presque. Est-ce que si vous l'avez dans la main à une table de cash game à ce moment-là, est-ce que vous réagissez pareil que online? C'est presque l'inverse, moi je dirais. Je veux dire, je sais pas, ça m'est arrivé ici. Je suis en Suède, donc je joue ici. Ouais. J'ai déjà perdu un pot pour mettre en euros. C'était un pot de 1200 € parce qu'on était 300 baby deep en 2-2. Enfin, c'est à 20-20 parce que c'est des couronnes. Et en fait, je sais pas, je pense que si je perdais le même pot en NL 200 €, 300 baby deep, si je le perds sur online, je deviens fou. Là, en live, le fait de ne pas avoir d'autres tables, et donc, moi, je sais pas, je trouve que c'est pas du tout pareil. Mais je vois ça aussi comme de l'argent, puisqu'on parlait de voir le poker comme un jeu vidéo. Je trouve ça totalement, c'est une horreur pour moi. Je ne vois pas du tout ça comme un jeu vidéo. Je dirais plutôt comme un sport, tu vois, comme les échecs, etc., où tu montes, je sais pas, tu fais des perfs, etc. Mais non, en live, je pense que je le vois pareil. En fait, c'est peut-être parce que online, je le vois déjà comme de l'argent, même si c'est pas parce que j'ai gagné un cas un jour que je me dis, oh la vache, j'ai gagné 1000 $, je vais pouvoir acheter ça et ça. Mais non, je pense que je le vois pareil que online, quoi. Pareil pour toi, d'accord, ok, pas de différence, ok, bon, bah, très bien. Moi, c'est complètement à l'inverse de Bol, quoi. Par exemple, je sais que même avec des potes, pour délirer, quand je joue genre 10 €, 20 €, ça me met complètement en tilt de perdre 20 €, quoi. Alors que même plus en tilt que de perdre un cas online, en fait. Et même en live, la fois où on était parti jouer avec Bol, là, en cercle, c'était complètement l'horreur, quoi, d'avoir perdu une cave, quoi, alors que online ça représentait rien, quoi. Et je crois que c'est comme l'a dit Vinny, si l'argent de ma bankroll je le verrais en vrai, je crois pas que j'aurais fait les mêmes erreurs, hein. Oui, c'est un peu la question, oui, c'est ça, oui. Ouais. Tant que ça reste virtuel, quand ça reste online sur le site. Ouais, bon, chacun voit midi à 14h ou chacun voit midi à sa porte plutôt. Donc voilà, je sais pas, Vinny, tu as dit que tu avais été une fois en casino, je sais pas quoi, t'étais pas trop adepte de ça parce que ça fait pas trop longtemps non plus, mais tu sais, en France, ça fait pas longtemps, ça fait pareil, nous, ça fait quoi, même pas 2 ans que c'est ouvert les casinos, hein, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est pareil, ouais. Bon, les gars, on a fait déjà 1h30. Comme d'habitude, on a dépassé largement le temps imparti, mais bon, c'est pas grave. Le temps imparti est extensible finalement dans cette émission. C'est comme les calling stations, on les arrête jamais, ça colle. Et vous allez voir qu'on va passer à la 3e partie. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la 3e partie. Je vous laisse la parole. De Kojika, parce qu'il avait l'air d'y tenir, il a posté dans le thread bien sûr. Pour les questions Pascal et moi. Ouais, alors, quels sont les types de sièges? Alors, je suis étudiant en Suède, donc j'ai ce qu'on appelle le mobilier Ikea. Donc, j'ai ma chaise de Ikea, j'ai un fauteuil Ikea et j'ai un bureau Ikea. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout confortable. Désolé de citer les marques. C'est pas du tout confortable, mais je peux pas faire autrement. Donc, d'accord. Mais en plus, toi qui es en Suède, alors est-ce que ça joue à gros comme sur le net, les Suédois? Est-ce que la réputation qu'ils ont justement les Finlandais, les Suédois, est-ce que c'est vraiment usurpé ou ça a rien à voir? En live, j'ai joué 2-3 fois. Honnêtement, non, parce que en fait, la plupart des gens qui jouent aux tables, on va dire, c'est soit des régulars qui sont un peu bons, ça arrive, mais il y en a rarement. Soit des jeunes en gros qui jouent sur internet qui viennent pour essayer en live, et la grosse majorité qui sont là tout le temps, c'est des chauffeurs de taxi en fait. Et les chauffeurs de taxi en général, ils sont pas d'origine suédoise, et donc ils sont pas du tout la culture suédoise. Et c'est super calling station. Les loose passifs, quoi. C'est les clients, quoi. Comment on les aime, voilà. Ouais, d'accord, ouais, d'accord. C'est les papas qu'on retrouve dans les casinos en France, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu les mêmes, quoi. Ouais, là, c'est un peu les mêmes. Ouais, d'accord, ouais.
Pascal, un petit mot pour finir? Non, désolé encore une fois pour le dérangement. Non, mais ça nous a amusé un petit peu. Ça nous a amusé, t'inquiète pas. Je crois avoir compris. Oui, sûrement. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Nous, on inversé en fait le. Non, mais c'est pas grave. Le micro. Oui, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mon micro, il est pas intégré dans mon casque. Mais c'est triste. Et tu sais que j'ai pensé à lui dire. Non, mais en fait, dès qu'il a un problème avec l'ordinateur, c'est un truc tout bidon. Non, mais c'est à chaque fois pareil. Et à chaque fois, je me dis, tiens, est-ce que je lui dis? Non, ça n'a pas été ça quand même. Non, il a dû vérifier. De toute façon, ça m'étonnait qu'on n'en ait pas un, parce qu'on en a toujours un dans l'émission qui nous dit un truc comme ça, de toute façon. Et puis, mais nous, ça nous amuse, hein, Pascal. Au début, on est un petit peu inquiet parce qu'on se dit peut-être qu'il a un vrai problème, tu vois. Mais après, on sait que c'est une connerie, quoi. Donc, il a mis son micro à l'envers, il a oublié d'allumer le bouton. Non, mais c'est surtout, ça me tiltait parce qu'après, je suis parti sur mon PC bureau, quoi. Et j'ai vu qu'en fait, le bouton rouge, il fallait le mettre pour parler. Ah ouais, voilà, et l'autre bouton, c'était pour écouter, en fait. Voilà, c'est dommage. Je suis revenu sur le laptop et j'ai direct compris. Tu sais que tout ce que tu dis, c'est enregistré, c'est podcasté. Toute la France et la francophonie et ceux qui comprennent même le français dans le monde entier pourront entendre ce que tu nous expliques maintenant. Donc ça le dérange pas. Mais ça le dérange pas, de toute façon. Lui, il s'en fout, il joue en high-tech. Il a des swings de 20K par jour. Alors, c'est pas un problème. Hein. Voilà, quoi. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bon. Il n'y a pas de souci, Pascal. Et Vinny, est-ce que Vinny est toujours là? Oui, je suis toujours là. Oui, il est toujours là. Vinny n'a eu aucun problème avec son micro, donc ça va très bien. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot de conclusion pour ce thème de la NL200+, et peut-être un petit conseil à donner aux gens, éventuellement? Le meilleur conseil que je peux donner aux gens, même s'il est pas il peut sembler plate, mais c'est vraiment de travailler fort. Donc, étudiez votre jeu, profitez du site de Poker Strategy qui a vraiment un contenu impressionnant en théorie, en vidéo. Donc, profitez de tout ça, développez-vous, puis un jour, vous allez jouer avec moi ou Pascal ou Bold. Bah oui. Moi, j'essaierai de vous éviter, de toute façon, mais sinon... Bon, je vous remercie tous. On va passer à la dernière partie de l'émission. Là, je vais demander avant, parce que là, j'ai appelé, je pense qu'il est là sur Skype. Il y a quelqu'un qui m'a contacté en privé pour venir parler. Donc, c'est Adrien. Je ne sais pas si Adrien est là. Est-ce que je le vois dans le coaching player? Je l'ai appelé, mais ça n'a pas répondu. Je vais recommencer une fois une tentative avec Adrien. Ça va faire comme moi. Ouais, voilà, il est là. Donc c'est bon. Alors donc il est là, c'est parfait. Donc on va passer à la dernière partie de l'émission. Alors Vinny, toi qui ne connais pas l'émission, au départ on était au heads up et là c'est comme au poker, tu sais que on fait faire des erreurs à l'adversaire. Hein, tu sais que c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. T'es bien d'accord? Tout à fait d'accord. Alors, donc, le heads up, c'était la première partie, c'était avec toi. Après, c'était le short ended puisqu'on était plus. Et à ton avis, c'est quoi la dernière partie? Je vais y aller avec le tilt. Non, t'aurais pu dire le full ring aussi, mais de toute façon, c'était faux parce que la réponse, ça s'appelle le trash talk. Merci, c'est parti, le trash talk. Trash talk. Trash talk. Alors voilà, le trash talk. Alors je t'explique, Vinny. Le trash talk, je sais pas qui c'est qui tape sur son clavier, mais on l'entend très 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 fort. Merci. Pas moi. C'est moi en fait, mais avec Skype, il y a mon casque qui ne fonctionne plus. C'est magnifique. Alors là, je t'entends par contre. Je t'entends. Est-ce que tu nous entends? Mais je vous entends avec le haut-parleur du PC et je vous parle avec le micro du casque. D'accord. Donc ça va être un peu acrobatique. Ouais, mais là, il va falloir le gérer en direct de toute façon. Donc là, vous avez entendu, c'est Adrien. Alors le trash talk, il n'y a pas de sujet, mais Adrien m'a contacté en disant tiens, j'aimerais bien venir à l'émission. Et j'ai dit avec plaisir. Donc Adrien, si tu nous entends assez pour répondre, nous on t'entend bien, hein, ça va bien. Pourquoi tu m'as contacté pour venir à l'émission? Alors, raconte-nous un petit peu. Présente-toi à la communauté quand même. Ça fait 2 ans
Ça fait 2 ans que je participe un peu, enfin je lis beaucoup sur Poker Stratégie et je trouve qu'il manque quelque chose, c'est des discussions sur le poker en live. Parce que comme on l'a vu avec Vinny et Pascal, etc., parfois le poker sur Internet peut être considéré comme étant quelque chose un jeu. Et non, c'est pas le track, c'est juste que je suis un peu malade. Alors, alors je précise, alors ça c'est rigolo parce qu'on a discuté un petit peu hier soir avec Adrien, qui est un mec très sympa. Il est biochimiste, hein, c'est bien ça, et en plus il travaille en ce moment sur des nouveaux antibiotiques et il nous dit qu'il est très malade. Voilà, donc dépêche-toi de trouver le bon remède. Merci. Voilà. Et donc, certains joueurs peuvent penser que le poker online devient un jeu vidéo. Et quand ils se retrouvent à une table en live, ils partent complètement. Ça devient incroyable. Et donc voilà, je pense que ça peut être intéressant de sensibiliser des gens qui n'ont fait que du poker sur Internet à ce que peut être le poker en live. Une des réflexions qu'on m'a faites, c'est que avant que je commence le poker en live, c'est que le niveau hors casino au blind 2-2, donc NL200, c'est un peu le niveau de la NL10 sur Internet. Donc pour vous donner le niveau technique. Probablement pire. À côté de ça, le plus gros problème, c'est que les gens qui vont arriver sur les tables de poker vont jouer en scarmonie. Et donc, ils ont un mauvais niveau et ils n'ont pas la bankroll derrière pour pouvoir jouer. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de parler un peu et de sensibiliser les gens au poker en live. D'accord. Alors, pour répondre dans le chat, évidemment, non, il n'est pas français, il est belge. D'ailleurs, on va le prouver tout de suite. Tu répètes après moi. 8 plus 8 égale 8000, non, 88 000. 16. Ouais, exactement. Voilà. Là, c'est une réponse intelligente. Et 8 plus 8 égale 88 888 quand même une fois. Une fois pour un Belge. Alors, je répète. 8 plus 8 égale 88 888. Tu répètes juste la phrase. 8 plus 8 égale 88, 888. Bref, je dis des 8. Et moi, je peux dire oui, je peux dire wagon aussi. Voilà. Donc, je suis bien belge. Ouais, il est bien belge, ouais. Refuse par principe, Adrien, c'est Ketor qui dit ça. Mais non, mais je suis belge et fier de l'être. Et le jour où on sera annexé à la France, je râlerai. D'accord. Alors donc voilà. Alors on était parti sur cette discussion. C'est vrai que là on est à un site qui évidemment là on est axé sur le online, sur Poker Stratégie. Bon maintenant c'est vrai qu'il y a des gens même sur le site qui sont aussi des joueurs qui vont jouer de temps en temps en live. Et maintenant les meilleurs joueurs online se convertissent aussi en live et de grands champions et deviennent de grands champions en live. Donc, ça peut être intéressant de parler du live de temps en temps. Je ne sais pas. Pardon, mais j'ai pas entendu la question. Alors, j'avais pas posé de question, je résumais un tout petit peu ce que tu disais. Alors aujourd'hui, on a des petits problèmes de micro et c'est toujours assez facile à gérer pour un animateur quand les gens n'entendent pas les questions. Mais ceci dit, là, il y avait pas de questions. C'était j'espère que tu ne vas pas mourir en direct parce que tu as l'air bien malade quand même, Adrien, là. Non, mais vous inquiétez pas, au pire je crache un poumon, mais j'en ai 2. T'en as 2, oui. D'accord. Alors donc je disais simplement à Adrien, c'est vrai que nous on est pour l'instant tous centrés sur le online, mais je vais demander aux gens qui sont dans le chat si ça peut les intéresser de temps en temps qu'on vienne parler de 2-3 bricoles qui se passent en live. Alors répondez-nous dans le chat. Oui. Au player qui est là, bonjour Oro.
un coaching live, oui, un coaching live, ça va peut-être être plus compliqué. Ça serait rigolo, remarque ça. Ouais. Alors, parce que tu m'as parlé de trucs, par exemple, qui se passaient en Belgique, et quand tu m'as parlé des structures qu'il y avait en Belgique, moi, je trouve que c'est vachement bien, par exemple. Donc, la Belgique est réputée pour avoir, dans son championnat, la meilleure structure en Europe. Ouais. Et puis, pour l'instant, il y a pas mal de tournois à structure lente, Deep Stack, qui s'organisent en Belgique. Par exemple, je viens de voir dans le chat le WhatsApp, donc c'est Wallonie Series of Poker, qui est organisé par un forum de poker wallon, dont je me tairai le nom parce que je ne sais pas si sur leur page, il n'y a pas des pages, des trucs de promotion, etc. Donc, voilà. Donc, le buy-in, il y a différents événements. Et il y a un événement à buy-in 320, il y a un événement à buy-in 160. C'est des événements plusieurs jours. Donc, on va avoir, par exemple, pour le side event à 160, c'est un événement en 2 jours. Pour le main event, je pense que c'est 4 jours, avec 2 D1, 1 D2, 1 D3. Donc, c'est vraiment des structures qui sont plaisantes à jouer. Ouais. Et abordables. Qui permettent d'avoir, qui sont comparables à ce qu'on peut avoir au WSOP, au WPT, des trucs comme ça. Et donc, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais, c'est très chouette. Et à ma connaissance, il y a que la Belgique qui fait ça, qui propose des structures comme ça, et l'Irlande aussi. Les Irlandais ont des structures assez deep aussi, comme ça. Mais il y a maintenant une room de poker dont je de nouveau tairai le nom, qui organise un challenge Deep Stack, un Deep Stack Open, et qui passe dans, je pense, 7 ou 8 villes d'Europe, et ils ont commencé à Aix-en-Provence. Donc, il y a eu un tournoi en France. D'accord, ouais, ça va commencer, j'espère que ça va suivre. On verra bien, hein. De toute façon, plus ces initiatives se feront, mieux ce sera pour le poker, à mon avis. Maintenant, je sais pas, en France, j'espère que ça va suivre. Maintenant, ouais. ça a l'air de, en tout cas, les joueurs le réclament. Maintenant, après, ça a l'air de commencer. J'espère que ça va continuer. De toute façon, il y a eu des choses qui se sont faites au niveau des structures qui ont été assez intéressantes. Regarde simplement les EPT, hein, quand les structures sont passées, je crois qu'ils démarraient il y a quelques années à 10 000 jetons, quelque chose comme ça. Maintenant, ils sont à 30 000 jetons au départ, avec des structures beaucoup plus lentes mais je connais pas le buy-in des EPT, mais simplement les EPT. Mais oui, parce que c'est la vitrine. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour le Kidam, un EPT, c'est pratiquement impossible à buy-in. Oui, mais écoute, c'est une vitrine. Tu sais, c'est une vitrine, le PT. C'est là où on voit les joueurs connus. C'est ce qui fait venir du monde aussi. Tu sais, c'est un petit peu comme un artiste qui est connu. C'est pas lui c'est lui qui représente à un moment donné une profession. Mais ça veut pas dire que derrière, justement, si ce gars-là est intelligent et fait ça, par exemple, je pense à Arnaud Materne ou Stochastic, c'est eux qui ont fait les structures des nouveaux EPT, et c'est grâce à eux qu'on a des structures deep maintenant. Tu comprends? Donc c'est grâce à des joueurs qui ont commencé comme nous, hein, en NL5, tu vois ce que je veux dire. Donc qui sont des joueurs online au départ, et c'est grâce à des joueurs, enfin surtout à Arnaud Materne, parce que Stochastic c'est peut-être un peu différent. Mais donc c'est grâce à des gens qui connaissent bien le poker d'aujourd'hui. Voilà. Donc alors quand les gens font des belles choses, je pense qu'on peut les citer, quoi. Tu vois, et évidemment, c'est pas pour Monsieur Tout le Monde les EPT là. Évidemment, on est plus dans un circuit professionnel. Mais Monsieur Tout le Monde qui va démarrer le poker, il va regarder quoi? Le WPT, les WSOP et les EPT, ce qui passe à la télé au début. Tu vois, en tout cas en France. Hein. Oui, non, c'est vrai. Donc si avec ce vecteur-là, des bons joueurs sont capables de mettre des structures correctes, le reste suit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, mais je pense que justement la Belgique était bien en avance sur la France, et il faut leur rendre hommage au moins à ce niveau-là, et l'Irlande. Qui ont un deep stack à, je sais plus, le buy-in, mais c'est aussi très abordable. C'est 320, je pense. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Et non, je ne bosse pas pour UCB, je suis à l'université de Liège pour l'instant. Mais donc, ce dont je voulais parler aussi, c'est
désolé, ce sera pour les Belges, mais on organise avec un groupe d'amis des qualifications à petit buy-in pour des tournois à gros buy-in dans des casinos. Donc, je sais pas si vous avez vu passer sur le blog que j'ai créé une news, mais pour l'instant, on organise des qualifications au buy-in entre 30 et 50 euros pour des tournois qui ont des buy-in entre 160 et 550 euros, plus des qualifications à step pour le championnat de Belgique. Donc, pour ceux qui désirent peut-être essayer de jouer à un tournoi, comme j'en parlais, à plus haut buy-in, mais à meilleure structure, vous pouvez aller voir sur mon blog de Poker Stratégie. Et c'est décrit, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, parce que si je rentre dans les détails... Non, ah oui, non. Je vous avoue que je prends un avion à 6h du matin demain, donc j'ai pas tellement envie de m'éterniser là-dedans. Mais si, voilà, si tu veux, puisque c'est Trash Talk, je te vire tout de suite. Hein. Non, mais bien sûr que non, mais je viens sans problème. Parce que tu sais qu'on est dans la rubrique Trash Talk et pour l'instant, t'as échappé à tout, mais ça va venir, attention. Hein. Est-ce que tu pourrais nous Trash Talker quelqu'un? Demande d'abord à Pacifica si c'est une bonne idée de me titiller. Ah, mais moi je lui demande rien, Pacifica. Est-ce qu'il veut venir au micro, Pacifica? Tiens, on va rigoler un peu. Moi j'aimerais bien, moi. Est-ce que tu veux venir au micro? Tiens, Pacifica. Jaune. Non, réponds oui tout de suite. Adrien, il est là, justement, il est là. Est-ce que non, il veut pas. Bon alors, donc Pacifica, il a rien à dire, donc terminé. Voilà, allez. Oli, Pacifica, prends une soupe et puis va au lit. C'est ça. Voilà. Donc parce que vous savez qu'on est dans Trash Talk là, je sais pas, Pascal, Bold, vous avez des dossiers sur les gens peut-être là, vous pouvez balancer, hein, c'est le moment. Hein. Bah allez-y, allez, on en profite. Vous avez encore 3 minutes. Après, je coupe tout le monde. Hein. Je vais laisser finir Adrien, mais je coupe tout le monde. Ah, Ketor a un sujet de Trash Talk. Ah, Ketor. Ah, tu veux venir, Ketor? Allez, si Ketor. C'est mon niveau de poker, j'en suis tout à fait. Je suis tout à fait. Ketor, tu veux que je te prenne sur Skype? Réponds-moi oui ou non. Oui ou merde? Merde, toi, ce serait mieux surtout. Est-ce que vous pensez? Bah, c'est un joueur live, quoi. Alors, Ketor. Bah oui, c'est un joueur live et pour information, les gens qui se sont moqués justement comme Pascal, qui sont les limpers, les grands Rui Kao et comment il d'ailleurs on a eu la confirmation d'un joueur pro de PokerStar qui était Sébastien Sabic, il les a pris justement et c'est lui qui a gagné. Alors j'étais très content, voilà, que Roger. Ouais, oui. Ils ont joué un sample de 1000 mains, quoi. Mais ça, voilà, c'est ça. Ils ont joué 1000 mains en 3 jours puisque c'était du live. Tu peux pas jouer beaucoup plus. Ils ont joué 3 jours. Et ils ont reconnu, et soyons honnêtes, et c'est le seul qu'ils ont reconnu d'ailleurs des vieux de la vieille, qui jouaient bien. Et ça, vous l'avez surtout. Oui, enfin, en même temps, Non, mais vas-y, t'as le droit de dire ce que tu veux, Bold, mais maintenant, il y a un moment donné, c'est les mecs eux-mêmes qui ont reconnu ça. On a eu la confirmation de Sébastien qui vit avec eux, puisqu'il est colocataire, hein, de Rui Chaos et puis Alex O'Moon qui a joué en premier en live avec lui, et c'est vrai qu'ils ont confirmé que effectivement ils en ont chié, qu'ils ont eu du mal et qu'ils ont perdu. Ah, ils en ont chié, oui, voilà. Bon, c'est tout. C'était quoi le but? Voilà. Qu'ils ont chié, ça veut pas forcément dire que Roger est rébellion. Oui, mais voilà. Alors il aurait perdu. Tout le monde aurait dit Roger, on savait qu'il allait perdre. Sauf il a gagné. On dit ça veut pas dire qu'il est meilleur du monde. Personne n'a dit qu'il était le meilleur du monde. Il a dit je défie. Il a dit ah ouais. Comment tu veux qu'on trash talk si tu prends le micro en permanence? Mais parce que je suis en trash talk moi. Justement, c'est ça le trash talk. Vous me branchez sur Roger, je vais défendre Roger, il n'y a aucun problème, mais vous pouvez avoir des arguments contraires. Moi, au contraire, j'attends vos arguments. Pour l'instant. Non, mais c'est pas bien de se moquer des gros d'abord. Hein. Moi, je me moque pas, justement. Ouais, c'est vrai, il a pris un peu de poids, hein, quand même. Il est au régime, il paraît. Il a perdu 20 ou 25 kilos, il doit faire plus que 150 maintenant. Mais bon. Non, c'est vrai. Non, mais c'était intéressant à savoir et c'est vrai que la confrontation était rigolote. Et puis alors pas du tout, Ketor, méga tilt. Alors là, mon petit bonhomme, avant que tu me mettes en tilt, toi, il va falloir que t'en sortes des conneries, hein, Ketor. Hein. Tu l'as quand même pris à cœur, hein. Moi, ouais. Non, à cœur, bien sûr. Senti à sauter sur. Ah bah oui, parce que justement.
Justement, là, pour l'instant, le trash talk qui tournait, si tu veux, un petit peu, Adrien, il est sympa et tout, mais là, on n'est plus dans le sujet de l'émission, on est dans le trash talk, quoi. Alors là, les mecs, annoncez vos arguments. Moi, j'en ai des arguments. C'est les limpers eux-mêmes qui l'ont dit. C'est les gars qui l'ont rencontré. Ils ont reconnu. J'ai pas dit que moi, c'était le meilleur du monde. Ils ont reconnu, il faut voir déjà à qui ils l'ont reconnu. C'est pas mal, non? C'est beau quand même, non? Mais qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Non, ils ont reconnu qu'ils avaient du mal à jouer contre lui, qu'il jouait bien, voilà, simplement. Alors que tout le monde l'a pris pour un fiche au début. Déjà, je pense pas que ce soit lié. Le fait qu'il soit, entre guillemets, difficile à jouer peut-être en live, je pense pas que ça veut dire qu'il joue bien. Autre chose, le fait qu'ils l'ont reconnu, il faut voir à qui ils l'ont reconnu. Honnêtement, moi je sais que je vais pas souvent au casino parce que je suis pas vraiment fan de live à mort, mais j'y suis allé quand même une dizaine de fois et je vais jamais dire à quelqu'un en live, toi t'es vraiment nul, quoi, tu vois. Surtout que si j'ai envie. Non, mais tout le monde dit ça sur le site. C'est-à-dire des gens qui jouent en NL10 ou en NL100 ici. Je les vois ici sur tous les sites. Et je vois tout le monde critiquer Roger et les autres. Mais bon, bref, le traité de Lifestar, enfin, etc. Et lui, il a dit, ok, d'accord, moi je connais pas Internet, je vous invite. Voilà ce qu'il a fait. Je défie n'importe quel joueur français. Bon, il y a les meilleurs joueurs français. Vous êtes bien d'accord que c'est les meilleurs, parmi les meilleurs en tout cas, qui ont été le voir. Donc c'est pas des gens qui jouent comme ici en NL100 ou en NL200, c'est des mecs qui own et qui sont les meilleurs joueurs français qui gagnent le plus d'argent en France. Donc là, on est mais c'est tout. En live. Mais oui, mais alors ça suffit pas. C'était le contrat. C'était le contrat. Ah, mais c'est le contrat, tu peux mettre le contrat que tu veux. Oui, mais alors, tu vas trouver quoi à dire? Mais c'est pas ça le truc, c'est que, voilà, le contrat, il était là. On fait mine main, ça représente 3 jours de jeu quand même, en live. Le contrat, il était là. Roger, non seulement il s'en est pas sorti simplement avec les honneurs, il a gagné. J'y peux rien. Et après, non seulement ça, je sais pas, moi, les gens derrière qui sont des très grands joueurs ont dit eux-mêmes, on a vraiment du mal à jouer avec Roger, il est difficile à jouer, c'est un bon joueur, c'est tout, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, pourquoi ne pas le reconnaître? Et quand je vois des gens, franchement, quand je vois des gens qui jouent en NL100 ou 200, c'est-à-dire que pour ces gens-là, c'est rien du tout. C'est comme moi qui jouerais en NL 0,1, 0,2 centimes, tu vois, par rapport à des mecs comme ça. Ça n'a aucun rapport. Et ces mecs-là critiquer des gens comme ça alors qu'ils ne connaissent même aucun move de ça, c'est comme, ça me fait marrer, tous les mois environ en ce moment, tous les mois, dès qu'il y a un nouveau Ice Poker, dès qu'il y a un nouveau truc live, t'as des gens qui viennent dire, d'ailleurs, c'est généralement admis que Daniel Negreanu est un des meilleurs joueurs de poker du monde. Au Hold'em, en cash game, en tournoi, je sais pas parce que je l'ai pas vu jouer. Non, Negreanu, c'est en tournoi qu'il est un des meilleurs joueurs. En cash game, aujourd'hui, il n'est pas un des meilleurs joueurs du monde. Il l'a été il y a quelques années. C'est vrai. Ça, je sais pas. Ce qui est sûr. Si. Non, mais ça, je suis sûr, moi. Oui. Non, mais tous les mois, t'as quelqu'un qui va dire, mais comment vous pouvez dire, vous, que Daniel Negreanu est un fiche alors qu'il joue en, écoute, le fait de jouer mais je pense que les gens n'ont pas de culture pokeristique et confondent des choses. Negreanu, d'abord, premièrement, c'est un des plus grands joueurs de tournoi du monde. Il l'a prouvé, c'est lui qui a le plus caché. C'est la même chose. Tu veux dire comment les joueurs de NL100 ou 200 peuvent juger un joueur de NL50 s'il voit Daniel Negreanu jouer, s'il est pas con, il peut dire Daniel Negreanu est super mauvais au Hold'em. C'est un fiche. T'as pas besoin de jouer à ses limites sur Stars. Non, mais tu peux. D'accord. Pourquoi pas? Ok. Mais Negreanu, le truc, c'est pareil. Negreanu, il y a une époque qui s'est passée en cash game où il était bon, mais il a toujours été bon, surtout en tournoi. C'est un joueur de tournoi. Déjà, on peut pas comparer. Et surtout dans les autres jeux, il n'est pas vraiment. À ce qui paraît, son meilleur jeu, c'est en stud ou un truc comme ça. Oui, mais on parle pas. Toi, on parlait de Hold'em. Je vais même pas te dire que ces mecs-là, ils savent jouer 10 variantes, etc. Parce que ça, c'est encore un autre débat. Comme d'autres gens, parce que là, les gens qui jouent que du No Limit, ils sont peut-être plus forts à un moment donné sur un truc, mais ils sont moins complets, etc. On peut aussi trouver des arguments, tu vois. Mais c'est pas du tout là-dedans que je veux rentrer. C'est que Negreanu, à mon avis, c'est quand même un mec intelligent et il s'est aperçu, et ça, je crois qu'il s'est aperçu depuis quelque temps qu'il était plus au niveau. Parce qu'il s'est fait dépasser, parce qu'il n'a pas retravaillé son poker en cash game. Par contre, en tournoi, il est toujours là. Et c'est le plus gros cacheur de tournoi du monde. Dans le top 3 ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, c'est un bon joueur de tournoi, quoi. Non, c'est dans le top 5, dans le top 10 toujours depuis 10 ans ou 15 ans, tu vois. Depuis 10 ans ou 15 ans, il est toujours dans les top 2, top 3 de l'année, etc. Faut pas déconner, c'est pas par hasard. C'est comme Gus Hansen. À un moment donné, il est arrivé. Je sais pas quoi. Je dis en cash game. En cash game. Mais on est d'accord. Faut pas être super bon pour être meilleur que des Negreanu. Ouais, mais peut-être. Non, mais
attention, c'est pas un joueur de cash game encore une fois au départ. Maintenant, s'il l'a été, il s'est fait dépasser. Mais oui, mais attention. Qui vont défendre ça, alors que c'est totalement. Et pour Roger, je suis pas honnêtement, je l'ai pas vu jouer, je peux pas dire, mais. Non, mais Kojiga, c'est pareil, je te dis, Gus Hansen, je parle pas justement, c'est exactement comme Negreanu. Lui aussi, il a peut-être perdu 6 millions en cash game, mais on parle pas du cash game, on parle des joueurs de tournoi, voilà ce que je faisais. Non, juste pour revenir, Iti, les Limpers, ils ont pas exactement dit que Roger était bon. Ils ont dit que, moi, ce que j'ai lu, c'est que les mecs, ils vont toujours trouver une excuse. Mais allez parler. On a eu un mec il y a 2 semaines qui nous l'a expliqué. Il vit avec eux. Non, mais les Limpers, ils ont pas dit qu'il était bon, Roger. Ils ont dit que techniquement, les Limpers, ils sont supérieurs à Roger. Mais en live, Roger, il est difficile à jouer. Il est difficile à jouer mais parce c'est ce que j'ai dit. C'est totalement différent. Mais bien sûr, mais j'ai pas dit le contraire non plus, moi. Ils ont pas dit que techniquement Roger était un bon joueur. Techniquement, les Limpers, ils sont bien au-dessus de Roger. Mais on est d'accord. Ils ont eu du mal à le jouer, c'est tout. Ils ont juste dit ça, à mon avis. C'est ce que j'ai lu, moi. Pascal, après, on est d'accord. C'est ce que j'ai dit aussi. J'ai dit, ils ont eu du mal à le jouer. J'ai pas dit qu'il était meilleur techniquement. Si. Non, t'as dit, ils ont eu du mal à le jouer et qu'il était bon. Oui, voilà. Alors qu'ils ont. Moi, c'est pas difficile. Je joue plein de règles à longueur de journée qui peuvent être difficiles à jouer, mais qui sont cons comme des balais. C'est parce qu'ils appliquent un système, ils vont 3-bet 15%. D'accord. C'est difficile à contrer. Non, c'est pas difficile à contrer. Ouais. Le problème, c'est que c'est embêtant parce que tu es obligé de jouer un jeu à haute variance pour contrer ça. Ouais. Ils sont difficiles à jouer, pourtant ils sont cons comme des balais. Ouais. Oui, d'accord. Moi, le fait de dire qu'il est difficile à jouer, ça n'a aucun rapport avec le fait de dire qu'il est bon, quoi. Un fiche qui joue, qui va te 3-bet 25%, qui va all-in tout le temps, ça va être difficile à jouer dans le sens. Oui, d'accord. Bon, on va pas tomber là-dedans. Je suis d'accord avec toi, Bol, bien sûr. C'est l'exemple extrême, bien sûr. T'as raison. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus fin que ça, ce qu'il a fait certainement, quoi. J'imagine. Voilà. Bon. Bref, même si on peut parler de finesse. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec toi. Le fait d'être difficile à jouer, ça veut pas dire que t'es bon. Hein. Évidemment, le mec, il est all-in à toutes les mains, c'est chiant. C'est clair. Mais là, je pense que ça s'est pas passé comme ça, quand même. Non, je suis là. Mais tu peux être difficile. Ce que je disais, c'est pas forcément être all-in toutes les mains. Tu peux être difficile à jouer. Ça peut être chiant à contrer. Ça peut t'empêcher de jouer les mains que tu as l'habitude de jouer, mais ça veut pas dire que ça fait quelqu'un de toi de bon. Moi, j'adore cette discussion. Les joueurs qui tu joues sont mauvais. Là, j'adore cette discussion, surtout avec des gens qui ont une moyenne d'âge de 20 ans, justement. C'est pour ça que ça s'appelle Trash Talk. Mais je parle des gens qui sont dans le chat et tout. Bon, Pacifica, de toute façon, t'as pas le droit à la parole, tu veux pas prendre le micro. Donc, dire oh my god, je vois pas à quoi ça fait. Si t'avais au moins un argument à nous avancer, ça ferait. Tu vois, il y a un argument là. Moi, j'en ai un. Il est contré. Bold en a un. On est d'accord ou pas d'accord, on discute et puis on se trash talk gentiment comme ça, mais de dire oh my god dans le chat, je m'excuse, mais ça, tu vois, si tu veux, c'est pas aller pisser très loin, tu vois, parce qu'il y a, tu viens, tu prends le micro et puis tu vois, voilà, vieux con iti par exemple, voilà, c'est quand on n'a plus d'arguments, on nous insulte. Donc c'est bon. On annonce des faits. Mais moi on annonce des faits. Mais moi j'assume d'être un fiche, ça me dérange pas du tout, donc voilà. Bon les gars, vous avez quelque chose à dire pour conclure? Je vais bien te laisser le dernier mot, Bold ou Pascal, sur Roger, si vous voulez. Roger est un bon joueur de live. Voilà, et on est d'accord. Le challenge était en live, on est bien d'accord. Donc je pense qu'on a pas tort. Voilà, c'est tout. Voilà. Allez, terminé. Voilà, cette émission est maintenant arrivée à son terme. Je vous remercie tous de. Tiens, l'audience a monté quand on a parlé de Roger. Non, je plaisante. La Calling Station numéro 9 est terminée. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci Adrien, même si je t'ai coupé un petit peu, mais tu es tellement malade, tu m'as dit aujourd'hui que finalement je t'ai presque sauvé la vie. Si tu veux, tu reviendras. Moi, je suis OK pour que tu reviennes parler de temps en temps avec nous au micro. Si les gens sont d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, voilà. Moi, je suis OK. En tout cas, on demandera aux gens. Hein, si tu as des gros noms dans le chat, c'est comme ça. Moi, voilà, je me fais traiter de tous les noms, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Et puis, Vinny, merci beaucoup. J'espère que tu as passé une bonne soirée avec nous.
Voilà. Merci de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Moi aussi, franchement, ça a été un grand plaisir. Ça a été aussi un plaisir d'accueillir Bold. Et puis Pascal, on a réussi à l'avoir finalement quand il a trouvé voilà. Allô. Mais sinon, Roger est un fiche, mais Pascal n'en est pas un, bien entendu, puisqu'il sait allumer son micro maintenant. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Calling Station numéro 9. Ciao, générique de fin. Calling Station. Calling Station.